On est bien. Mais du coup, ouais. Donc c'est pour ça que. C'était des gentils JDP. C'est pour ça qu'on a les trucs Dragon Ball Z. C'est pour ça, ouais. Au loin, Parce que là-bas. vous êtes de quelle année? 86. 86. Ouais. Ah ouais, donc toi, Ouais, on est contemporains. tu pourrais être notre père. Tu es contemporain. Et toi? Ah, moi, je suis jeune, mon mec. Je suis le bébé ici, moi. T'es un enfant. Moi, je suis un enfant. Ok, donc t'as pas connu Dragon Ball Z. Tu vas nous T'as voir pas, ici, non? t'as pas cherché ton prénom dans la liste des anniversaires? Si. Ok, ouais, donc t'es quand même Club Dorothée. Mais parce que je suis vieux pour mon âge. T'es Club Dorothée d'après de. Ouais, non, moi j'étais. Ouais, devoir de T'es culture. à l'arrivée des Dorothée. Milcom, quoi, t'as Moi, je merdé. suis dans Yu-Gi-Oh! Et Arnold. Non, ouais, ah ouais. Non. Et Arnold. Et Arnold. Bien sûr. Et Arnold, c'était Ah non. cool ça. Cousin Skitter. Hein? Cousin Skitter. Non, ça me dit rien ça. Sérieux? Cousin Sur Skitter. Canal J. Cousin Skitter. Ouais, Canal J, mais j'ai même pas connu Canal J. Non. Là, je te parle de TF. enfin, Nous, c'était TF1 le mercredi. Ah ouais, non, mais c'est. Et il fallait se taper Sailor Moon parce que DBZ arrivait après Sailor Ouais. Moon, je me souviens. Ouais, mais DBZ, c'est pas ton âge. Donc c'est- t'avais 20 j'ai minutes pas- de Sailor Moon dans l'attente d'un épisode où les mecs vont rester debout en l'air à 18 km du sol, Pour se mettre 2 patates. à se mater et à se mettre 2 patates à la fin et après c'est C'est ça. mercredi prochain. Mais t'as ça et t'as le fait. Enfin, il y a des endroits comme ça. Tu peux toujours savoir. Tu sauras toujours où t'étais lors d'une finale de Coupe du Monde, lors du 11 septembre. Ouais. Et je peux dire exactement où j'étais lorsque Sangwan s'est transformé contre Cell. Ouais. J'étais en vacances chez mon cousin et je me souviendrai toujours de ce jour-là. Je me souviens de ce que je bouffais dans le bol de céréales. Je me souviens de tout. Ça m'a tellement marqué. C'est l'effet marquant d'une vie. Hein. C'est incroyable. C'est ça. Ouais, c'est pas mal pour démarrer le podcast, ça. D'ailleurs, on va le garder. Ça. Vas-y, on le DBZ, garde. hein, les gars. Hein. Bah, vas-y, on est dedans. J'aimerais bien un plan sur Vegeta pour clore le podcast après, les gars, si vous pouvez. C'est ouais, Hein on fera un Faisable. plan. ça serait On vraiment fera un plan Vegeta. très très cool. Ça marche. D'ailleurs, on devrait interviewer la voix du mec de Vegeta, juste pour le kiff. Ouais, ce serait tellement exceptionnel. Tu l'as déjà entendu? Si, j'ai déjà entendu. Parce Ça qu'il y a- fait bizarre. il y a plein de rappeurs qui l'ont pris pour des intros de Ah ouais son et tout. Ouais, des rappeurs français, c'est connu. T'écoutes du rap? J'écoute du rap. T'entraînes des rappeurs? J'entraîne. Non, après, il y a. Je sais pas si vous connaissez Greg Frit. Ouais. Son groupe, c'était Triptyque. Bon, c'est un peu à l'ancienne, bouge tes cheveux et tout. Je sais pas si ça vous parle, des sons comme ça. Si. Mais c'est la génération un peu avant nous, tu vois. Ok. J'ai des potes qui ont 38 ans. Ok. Et donc, il réside à Dijon. Et bon, il est plus vraiment dans le rap, quoi. Mais il est dans le milieu de la musique un petit peu. Voilà. T'as entraîné Alban Lenoir. Et Alban Lenoir, c'est un. Alban Lenoir, initialement, c'est un ami. C'est devenu un ami. Bon, il m'avait contacté sur Facebook pour qu'on se voit parce qu'il habite à Dijon. Enfin, il habite partiellement à Dijon parce qu'il est dijonnais initialement. Et il m'avait contacté pour qu'on boive un café, pour qu'on échange, etc. Et donc on avait bu ce café, on avait sympathisé. Je me souviens, pour mémoire, on en rigole encore, la première séance que je lui ai fait faire, c'était à l'époque où j'abusais des pré-workouts un peu. Et je lui avais donné une dose de mon pré-workout. Ça l'avait tellement séché qu'il avait un mal de crâne interminable. Et je me suis dit, putain, ça démarre mal, notre amitié, future collaboration au coaching. Et On comme avait dû quoi, arrêter la séance, et comme quoi, et finalement, on en rigole encore. je Et, suis un bouffé de Camelot. Et c'est vrai. Je suis un bouffé. Ok. Je suis un mordu. Mais du coup, là, j'entraîne aussi Simon Astier, je sais pas si tu connais, voilà, qui est record surtout. Ouais. Voilà, Qui qui est aussi- Alban Lenoir? Désolé. Alban Lenoir, c'est un acteur. C'est un acteur français qui commence à. Oh, il pète bien quand même. Ouais, non, il c'est pète bien, très tu bon vois, il a acteur. eu un second rôle avec Jean Reno. Il a fait un film un peu polémique, un français, un film sur des skins qui se. Enfin, notamment lui qui, tu vois, qui se repentissent un peu et qui prennent un peu conscience de merde, je suis en train d'avoir une vie dégueulasse en fait, tu Ok. vois. American History. C'est pas lui alors qui a fait le film avec Max Boublil là que je te disais? Si, c'est lui. C'est lui. Si, c'est lui aussi. Qui Enfin, en fait, il y a des petites vidéos de Max Boublil sur YouTube et il y en a une, c'est J'aime les hommes en fait, tu vois, et c'est lui son cum dans le clip en fait, tu vois. Et il a fait aussi un film où il joue un voisin, un peu un amant, je pense que c'est celui-là dont tu me parles. Moi je pense que c'est un mec c'est Max Boublil qui perd sa copine. Ouais, c'est ça. Et lui il commence à sortir avec. C'est ça. Et quand il arrive dans la maison, Il de se l'autre, masturbe et en fait, dans le- il aime les vieilles. Ouais, c'est ça. Il dit, C'est ok, ça. il dit ouais moi j'aime que les. Et il se masturbe dans la. Voilà, c'est ça. dans la salle de bain sur la salle photo bain, de la dans mère de la sur meuf. la photo de la mère, ouais. Et il dit. Je te laisse faire la punchline. Ah, j'ai peur de pas dire la phrase exacte. Et il se branler et il dit oh, tu fais de la bonne confiture, maman, tu fais de la bonne confiture. Voilà, bah c'est lui Alban Lenoir. Ah, et très bon. Ouais, Très bon, il très, va très faire bon. rigoler là. Très très bon, super athlète aussi, il a vraiment un physique de dingue, en dépit d'une hygiène de vie un peu approximative, mais ouais, franchement il est impressionnant. Il a joué dans Brise de Nice 3 aussi. Ouais, voilà. Je sais pas. Ok, vraiment déjà, pas un bon film, mais Qui est quand même un cadre du cinéma français, ce film. Brise de Nice 3 parce qu'ils Souvent, ont quand cassé t'as le loupé 2. deux. Ouais, c'était ça le pitch. Ouais. En fait, il y en a eu que 2, mais Ouais, je sais, vu c'est pour ça que je dis souvent aux gens, ouais, c'est con que t'aies pas vu le 2.
Et du coup, il joue la scène où il joue le surfeur, un peu je sais plus son nom dans le film, mais le crack un peu de la plage. Du 2, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, Jean Dujardin, il vient un peu sur son territoire. Et, voilà. Et du coup, pour ce film, il était bien en shape. On avait Tu une fais petite sport prise de de glisse? masse. Je suis le plus nul du monde en sport de glisse. Ok. J'ai jamais fait de ski. Enfin, j'ai fait 2 fois du ski, mais j'ai arrêté par peur de perdre tous mes croisés. Ok. J'ai Les 6. j'ai été à la patinoire quand j'étais plus jeune, sûrement pour essayer d'emballer des meufs, et j'ai arrêté aussi parce que j'allais emballer personne. Avec des mecs. Non, mais j'ai aucune affinité avec la glisse du tout. Ok. Du tout. Quand j'étais au lycée, je me souviens en seconde première, je m'étais acheté un VTT de descente, un Scott dont j'étais super fier. Et j'essayais de m'inventer un peu une vie de rider, tu vois, de mec un peu qui descend des trucs et tout. À part des trottoirs, je descendais pas grand chose. Et j'avais un vélo à pas loin de 1000 balles à l'époque juste pour aller chercher du pain. Et franchement, je caricature vraiment à peine. Donc ça fait partie des trucs que je suis pas très fier, mais bon, on peut pas être bon partout. Donc voilà, au grand désespoir de mes proches, j'accompagne jamais les gens au ski. Et... Ok, tu faisais beaucoup de sport de base? Initialement, j'ai commencé par le judo que j'ai pratiqué pendant 15 ans, 16 ans. Ok. Voilà. T'étais bon? T'as eu des... J'étais moyen, sincèrement, non, j'étais moyen. Après, je sais que c'est cliché, mais je me suis beaucoup blessé pendant mes saisons de junior. Tu vois, enfin, il y a notamment une luxation du coude sur une compète, un truc banal de tu veux pas chuter, tu mets le bras en opposition contre le sol et le mec force, donc t'as le coude qui passe de l'autre côté. Ouais, c'était très douloureux. Non, mais banal en judo, tu vois, on sait, voilà, trop tard chute, arrête de vouloir parce que tu vas te blesser. Donc voilà, donc ça m'a pas mal handicapé, ce qui fait que j'ai jamais eu une carrière. Par exemple, tu vois, je suis issu du même club que Cyril Marais, qui est le titulaire moins de 100 en équipe de France encore actuellement, qui est un des sparring de Riner. Enfin, il a d'autres mérites que ça, mais bon, et c'est vrai que les gens qui connaissent pas, enfin voilà, disent c'est le sparring de Riner, mais ça reste un mec qui a fait 3e au JO, enfin tu vois, du lourd quoi. Donc voilà, qui est dijonnais aussi à la base, et du coup on a eu le même entraîneur, Christophe, qui nous a élevé à la dure, je dirais. En fait, je pense que mes années judo et la façon dont on a été entraîné, c'était un peu à l'ancienne, tu vois, et ça m'a, je pense, encore vraiment imprégné aujourd'hui sur ma façon de concevoir l'entraînement, ma façon de coacher les gens, et aussi le fait qu'il y ait sur ce mur pratiqué en y mettant l'âme, tu vois, avec ça c'était le disciple du fondateur de l'aïkido, c'est Kobayashi. Et en fait, les valeurs martiales pour moi, c'est je dirais les plus belles valeurs qu'on peut retrouver dans la vie, dans l'entraînement, sur le respect, l'abnégation, la souffrance, mais que t'es quand même censé un peu intérioriser. Enfin, toutes les choses que je trouve qu'on retrouve de moins en moins et auxquelles les gens sont de moins en moins attachés, tu vois. Enfin, notamment le respect, la discipline, la ponctualité. En fait, au judo, il y a un code moral que tu apprends quand t'es gamin. Il y a, je crois que c'est 10 valeurs, dont celles que je vous ai énumérées, avec aussi la politesse, enfin d'autres. Et quand on dit qu'il y a des sports qui sont une école de la vie, enfin, on le dit du judo en tout cas, de par ses valeurs. Et voilà, et je pense que tous les gamins devraient passer par ce code moral un petit peu pour s'éduquer, pour apprendre que voilà, c'est un sport de combat, donc tu prends des coups mais tu la fermes, on n'est pas censé entendre que tu t'es fait mal. C'est un adversaire, mais c'est un adversaire le temps du combat, c'est pas un ennemi, donc respecte-le aussi. Enfin, plein de valeurs que tu vois pas spécialement, et on connaît le sport comme star system, moyen de gagner en popularité et tout, et c'est vrai que le judo c'est un sport, à part Teddy Riner, où c'est un sport de labeur, un vrai sport de labeur, et où au final, enfin, t'es au top du monde, tu peux gagner 5000 balles par mois, tu vois, donc tu souffres et tu fais des stages dégueulasses en Roumanie, en Slovaquie, au Brésil, tu vois, où pendant 2 semaines, les mecs, ils souffrent, ils se mettent sur la gueule, ils font 10 combats par jour, tous les jours. Enfin voilà, c'est des sports où il y a un tel mérite, comme la lutte, par exemple, tu vois, où où t'es obligé d'aller au charbon tous les jours pour une échéance, et cette échéance, tu perds sur ton premier combat sur une petite connerie au bout de 15 secondes, et c'est fini, quoi, tu vois, tu peux pas te rattraper, tes championnats, ils sont terminés, au moment où tu chutes, quoi, hein, tu vois. Donc voilà, donc j'ai vraiment cet amour du judo encore aujourd'hui, qui après s'est un peu transformé en amour d'autres sports de combat, puisque j'ai eu une période aussi dans ma vie où j'ai voulu faire du MMA un peu. Donc je me suis mis à la boxe, où j'ai pris un coach pendant 2 ans qui m'a appris à boxer en individuel. Parce que quand tu viens du judo, t'as tout ce c'est un sport de préhension, hein, donc c'est un sport
de contact où l'idée c'est de projeter et de soumettre ou d'immobiliser. Et du coup, le MMA, l'autre moitié du MMA, c'est la boxe en fait. Hein. Donc la boxe pied-point en l'occurrence. Donc j'avais pris un mec qui était champion du monde de kick et de boxe française. Et du coup, je gagnais encore pas trop ma vie, mais vu que c'était vraiment ce que je voulais faire à l'époque, je le payais 2 fois par semaine pour apprendre à boxer en fait, pour essayer d'aller plus vite que de prendre une licence, etc. etc. Ok. Et c'était un moment où je m'étais dit je vais me barrer aux États-Unis pour tenter ma chance sur une hypothétique carrière en MMA. Je pense avec du recul que j'ai bien fait d'avoir la lucidité de pas le faire parce que il y a très peu d'élus au final qui s'en sortent et qui en vivent comme beaucoup de sports. Hein. Donc si je devais choisir les sports que je préfère, c'est les sports de combat et à mon grand regret de par la salle, j'ai plus la liberté d'aller de prendre une licence de judo, de boxe, et d'aller m'entraîner. D'ailleurs, on comme pourrait tout le peut-être monde, dire où on est et avec qui en parlant de salle. Ouais. Et dire bonjour. Moi, je vais pas le dire. Tu veux pas le dire? Non. Moi, je le dis. Rebonjour à tous les gars, re-bienvenue sur le podcast de l'Atelier Fit. Donc comme vous l'avez compris, s'il est encore à présenter, on est avec Vincent Issartel dans sa salle Primal Enchanté. Performance. Merci de Bienvenue, nous accueillir, bienvenue, Vince. C'est un grand plaisir, un honneur même. Évidemment avec JM, toujours. Et il y a eu du step-up là. Ouais, Clairement, on a- il y a eu du step-up là. On a passé un On a cap. passé un cap. J'avoue que c'est impressionnant la logistique, les gars. C'est... Ouais, et on est content d'inaugurer ça avec toi en tout cas. Et Moi, j'en suis honoré, c'est ce que je venir vous ai dit parler. en off, mais j'estime pas que je suis quelqu'un au point que des gens se déplacent un dimanche et fassent 600 km pour venir me voir, pour entendre ce que j'ai à dire. Donc c'est un honneur en tout cas. J'espère que je vais Apparemment, justement faire honneur. on n'est pas les seuls, hein, parce qu'on reçoit plein de messages plutôt cool de gens qui sont bien, Ouais, il y a bien plein contents de monde qui t'entendre, étaient- de voir qui tout étaient ce que super tu as à contents dire. de voir le podcast. ouais. Écoutez, Ouais. j'espère que je vais dire des choses intéressantes, au moins une phrase sur deux. Ouais, déjà on a parlé de Dragon Ball Z, on a parlé cinéma, de On Brise a- de Nice. On a parlé judo, j'aurais pu aller tellement loin avec le judo. Ouais. C'est vrai. Si vous voulez une anecdote. Moi, je la J'étais veux. petit, j'avais un problème avec la bouffe. Et ma mère, elle m'a fait un sandwich et elle m'a fait le goûter pour ma compète de judo avec ma sœur. Et ma sœur, elle était incroyable. C'était une sportive incroyable. Et moi, j'étais plutôt moyenasse sur mes 10 premières années de vie. Mais j'adorais le sport. Et on était à notre première compète de judo. Et il y a le midi qui arrive. Et ma mère, elle m'avait dit, tu mangeras tout, hein. Sauf qu'elle avait fait à bouffer pour 3. Et que à midi, moi, j'ai pris le premier sandwich. J'ai pris le deuxième sandwich, j'ai pris le premier paquet de chips, le deuxième paquet de chips, j'ai fini celui à ma sœur, j'ai commencé à bouffer mon dessert, j'ai fini le dessert à ma sœur parce qu'elle avait pas faim, parce qu'elle avait le stress de la compète, et j'ai jamais pu remonter sur, Sur quoi? sur le Tatami. tatami parce C'est que vrai j'étais malade. Putain. J'étais malade, j'ai comme ça en train de me tenir la boule qui se tenait le vide. C'est ta seule expérience de judo? C'est ma seule compète de judo. Ok. Après on m'a dit, ah, c'est pas mal ça, j'ai enchaîné avec l'athlétisme et le rugby, et je suis resté sur le rugby parce qu'on acceptait tout le monde. Ouais, Mais voilà. t'as le droit de bouffer aussi. Au judo aussi, on accepte tout le monde. Il y a des catégories de poids, hein, tu sais. Ouais, je sais. Mais l'expérience Et là, il a était voulu passer traumatisante. trop vite en lourd. Ouais, t'as voulu C'est- tout de suite passer chez Je les fais une lourds. bonne prise de masse sur 1 heure. Ah, ça restera toute ma vie. La catégorie reine. Donc, Ouais. écoute, tu t'en sors bien aujourd'hui quand on voit les 3% de masse grasse. En fait, c'était très bizarre. Je faisais de l'athlé en même temps et je me prenais que des branlées. Je courais assez vite pour le poids que j'avais. Et en 2 ans, j'ai perdu tout le poids. Ça devait être l'adolescence. J'ai fait une crise d'appendicite qui a pas été opérée. Et tu te retrouves 2 ans T'as plus une tard. enfance difficile, avec- toi, hein. Non, mais tu te retrouves 2 ans plus tard avec 10 cm en plus. Tu perds 8 kilos. Et d'un coup, tu as fait du sport toute ta vie. Tu commences à cavaler. Toute ta vie pendant 10 ans, c'est pas non plus. Non, mais je veux dire de 10 à 12 ans. Et à 12 ans, dernière année d'athlé, je commence à péter les scores. Et c'est l'année où je me suis barré. Je suis parti pour le rugby. Non, mais t'es parti au plus Avec haut. tes qualités de sprinter. C'est le meilleur. Ouais, ça en en fait, les je commençais premiers. à courir vite. Je commençais à courir vite. Parce que je venais de perdre beaucoup de poids et que t'es jeune, hein, mais ça se ressent direct. T'es allé à ton climax, t'as fait un Ouais. drop de mic. J'ai gagné mes Merci. 3 médailles en départemental. C'était ton jubilé. C'était mon jubilé. Salut les gars. Ouais. À bientôt. Putain, 12 ans. Bon vent. Et C'est après, beau. je suis rentré dans la connerie du rugby. Il paraît qu'ils t'ont accueilli à la salle des fêtes de Nemours. Et il y avait un article sur le Telegram de l'Andivisio. Bref, c'était pour dire l'histoire du paquet de chips. Ok, ça des paquets de chips. On va revenir à toi. Donc, une carrière en MMA. Donc, tu pars pas à Non, Miami. Il n'y a pas eu de carrière. Tu hein. rencontres pas des blondes. Tu tombes pas dans la coke. Je tombe pas dans la coke. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Tombe dans le Bah, pré-workout. du coup, on a déjà passé un petit step en fait. Donc, initialement, j'étais en STAPS. Avant STAPS, même, j'ai fait un
Je pense que tout le monde s'en fout, mais j'ai fait un bac littéraire, mais je le dis parce que moi, ça m'a quand même bien imprégné, je dirais, sur ma façon de voir les choses et ma façon de raisonner. Même sur comment tu postes sur Instagram, on sent une pub. Ça serait prétentieux de le dire. Après, déjà, je m'efforce de pas faire de fautes d'orthographe dans mes SMS et dans mes posts. C'est dur. Parce que je vois des gens qui sont même très suivis qui font des fautes et ça m'insupporte vraiment. Voilà, donc j'ai fait un bac littéraire, ce qui sur le papier me prédestinait pas à faire STAPS. Enfin, en tout cas, c'est ce que me disait mon entourage, mais je m'étais dit, c'est soit je fais une fac de philo, je suis prof de philo. J'étais pas sûr d'avoir les capacités d'être prof de philo, même si ça m'aurait sincèrement intéressé. Bah si, regarde, t'as de la punchline, hein. Ouais, il y a de la punchline. Après, Ouais. je sais pas si ça permet à des mecs d'avoir leur bac, tu vois. Donc, Densité de fougère, physique de fougère. non, mais enfin, je crois beaucoup en la punchline en général. J'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup le rap, je pense. Et voilà, donc du coup, j'ai fait STAPS. Ne sachant pas spécialement quoi faire, j'ai redoublé ma première année en bonne et due forme au gré des soirées STAPS. Ce qui est normal, hein, je pense. Hein. Sinon, t'es pas un bon élève. Sinon, t'es pas un bon stapsien, voilà. Et au fil des années, enfin, je m'étais déjà pris d'affection, je dirais, pour la musculation pendant le judo, surtout pendant les années où je me blessais, où du coup, bah, je me réfugiais un peu sur la muscu, avec zéro connaissance, seul le muscle et fitness que j'achetais tous les mois, le flex aussi, qui était un peu plus axé hardcore que muscle et fitness. Et du coup, bah, tous les mois, il y avait X programmes de soi-disant X culturistes, donc de l'époque, hein, les Jay Cutler, Ronnie Coleman, etc., etc. Et moi, je me disais, bah tiens, je vais faire ce programme-là, et puis le mois d'après, je vais faire le suivant, etc., etc. Donc, j'ai beaucoup fait de conneries, je me suis fait beaucoup de tendinite aux épaules, à raison de développer couché tous les jours, quasiment, hein. Voilà, et puis, donc, c'est vraiment de là qu'est parti mon amour pour la musculation, pour la culture physique en général, je dirais. Et puis donc ça s'est un peu étayé au fil des années. Après en STAPS, bon, j'ai eu la chance de faire mon cursus au STAPS de Dijon, donc qui a été popularisé, enfin surtout le CEP par Gilles Cometti, feu Gilles Cometti, Ouais. que j'ai aussi eu la chance d'avoir en prof en première année en ANAT. Donc, mais bon, il était déjà malade, donc c'était, enfin, de ce que m'ont dit les anciens, c'était pas le Gilles Cometti flamboyant que certains ont pu connaître 4-5 ans avant, mais quand même quelqu'un, bah, justement, on parle de punchline, quelqu'un qui est, voilà, t'arrivais en retard dans l'amphi, tu te faisais charcler devant les 350 autres élèves, et puis tu te faisais tellement charcler que t'avais juste envie de rentrer dans le mur et de te cacher. Donc voilà, c'est un peu les souvenirs que j'en ai, c'est voilà, un monsieur avec un charisme, et moi je trouve que les gens qui te marquent sur ta vie, c'est des gens, enfin voilà, c'est des rencontres comme ça, c'est des gens qui ont des choses à dire, c'est des gens charismatiques. Enfin, en tout cas, moi j'essaye de prendre l'inspiration des gens qui, pour moi, ont du charisme en fait. Voilà, et du coup, ben, j'ai arrivé en licence, j'ai passé mon DU, enfin, je me suis inscrit au DU parce que du coup, je suis pas allé au bout, j'ai pas été aux examens. Mais du coup, j'ai fait mon DU et j'ai rencontré un mec qui s'appelle Jean-Baptiste Paquet, qui est préparateur physique. Je sais pas si tu le connais, peut-être. Oui. Ok, donc là, il est à La Rochelle, je crois, s'il a pas changé. Yes, j'ai joué contre lui. Voilà. Il est comme ça. Il est. Pour un rugbyman, hein, je veux dire. Bah, il a pour les, ton gabarit moins musculeux, je pour les dirais. rugbyman de haut niveau. Ouais, je veux ouais, dire. ouais. Et il retournait tout le monde. Il est Il très retourne- fort au bah, plaquage. il était très fort au plaquage. Il était Il réputé a joué pour à- être un. Il jouait à Chalon. Enfin, je crois qu'il a fait le top de sa carrière à Chalon. Il a joué à Dijon aussi. Il a joué à Dijon aussi, mais je crois que son apogée c'était à Chalon. Après, Ok. voilà. Si Enfin- on parle de la même personne, et maintenant il est prépa à La Rochelle. Ouais, non, mais c'est lui, c'est sûr que c'est lui, Avec Jean-Baptiste des Paquet. espoirs. Voilà. Principalement le Donc, centre de formation. en fait, il était au pôle espoir de rugby à Dijon. Et du coup, moi, quand j'ai fait mon stage, en fait, pour l'anecdote, quand tu arrives en STAPS, tu choisis une discipline de cœur, en fait, qui va être ta discipline où tous les mardis, tu vas avoir ton stage voilà, en sport. Et moi, c'était le judo, sauf que ça collait pas du tout avec le prof de judo. Du coup, je me suis dit, bon, le judo, le rugby, il y a une transversalité avec le contact, avec l'amour un peu de la rugosité. Je me suis dit, je vais prendre le rugby, je vais m'essayer au rugby après tout. Voilà. Donc, j'étais encore junior à l'époque. Et donc, je suis allé voir le Stade Dijonnais parce que moi, dans ma tête, je voulais faire ce qu'il y avait de mieux. Donc, je me suis dit, tiens, on va aller au Stade Dijonnais. Donc, j'étais avec les jeunes et bon, j'ai fait une bonne saison où j'étais soi-disant prometteur un peu parce que j'avais pas peur d'aller au mastic, quoi. Après, autant te dire que ma passe côté faible, elle était catastrophique. Mais bon, après ça, voilà, hein, quand t'as 19 ans et que tu commences le rugby, c'est obligé. Ouais, c'est tard pour commencer. Ouais, c'est très tard. C'est très tard. Bon, là, mon année de junior s'est bien passée. Et après, j'ai fait mon année de senior où j'ai fait 2 années de senior. C'était un peu plus compliqué. Je jouais en B, mais pas trop parce que j'étais sûrement pas assez bon techniquement et que le coach avait pas trop d'affinité avec moi. Voilà. Et donc, en parallèle de ça, j'ai fait mon stage. Enfin, j'ai demandé à faire mon stage avec le pôle espoir de rugby.
où j'ai rencontré JB Paquet, qui m'a, je pense, rendu service dans le sens où il a vu qu'il pouvait rapidement avoir confiance en moi sur me confier ces jeunes en fait. Et ça m'a permis de me faire la main entre guillemets en préparation physique. C'est là que j'ai commencé à faire mes armes, donc voilà, à animer les séances. Enfin, et on va dire que quand t'es étudiant, tu fais justement qu'animer les séances. Et moi, il m'a permis de concevoir les séances et pas seulement de les animer. Et donc ça c'est là que je le remercie en fait, au-delà du fait que c'est un mec avec qui vraiment ça passait bien, que j'aimais beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. C'était avec des mecs comme Jean-Marcelin Butin, enfin des mecs qui sont en top 14 actuellement, voilà, qui était à Clermont, là je crois qu'il joue au Loup. Au Loup, ouais. Au Loup, voilà, c'est ça. Donc je l'ai connu sur sa dernière année de pôle. Ok. Voilà, donc entre autres, parce qu'il y a plein de mecs qui maintenant, bon certains j'ai oublié leur nom, mais qui sont actuellement en top 14 ou en Pro D2. Voilà. Et moi, en fait, tout ça pour dire que dans ma tête, je suis allé en STAPS et je me suis dit, ok, je veux être préparateur physique. Qu'est-ce qui est le plus kiffant et le plus épanouissant, je pense, dans le monde de la prépa physique? Pour moi, c'était le rugby à l'époque. Parce que c'est là où tu as le plus de capacité de développer la force, qui est quand même, moi, ce qui me fait kiffer un petit peu. À l'inverse de d'autres sports où voilà, la dominante physique est moins omniprésente, je me suis dit, bon, je vais bosser dans le rugby. Et je suis encore essoufflé des burpees, je sais pas si vous aussi, hein, peut-être que j'ai moins de cardio que vous, mais je suis obligé de reprendre mon souffle. Voilà. Et du coup, donc j'ai commencé à envoyer des CV de demande de stage dans tous les clubs de top 14. Et j'ai juste eu une réponse du Stade Français qui m'a dit que ça les intéressait pas. Les autres, ils ont répondu. Ils ont répondu, voilà. Les autres m'ont même pas répondu. Je dis... Et en parallèle de ça, donc je continuais mon cursus et je me rendais compte que les études, ça me plaisait pas trop. Que j'avais l'impression en fait que ça allait pas m'apporter ce dont j'avais besoin, à savoir des connaissances extrascolaires et voilà la sociologie du sport, la psychologie, des trucs qui sont un peu intéressants, mais j'avais l'impression que si je voulais devenir préparateur physique, ça allait pas m'aider. Et donc je me suis dit un peu fuck les études, je vais arrêter là. Donc je suis même pas allé aux examens de ma licence, j'ai arrêté. Voilà, donc j'ai arrêté là-dessus. Pour ce qui était du STAPS en gros, hein. Voilà, et j'ai commencé mes armes avec le rugby. Après, je sais pas si vous voulez que j'énumère un peu tout le reste ou... Ouais, voilà. Donc en parallèle de ça, ma dernière année, vu que moi j'étais judoka, le responsable à l'époque du diplôme est venu me voir, il m'a dit tiens Vince, t'es judoka, on a un mec qui a un niveau national, est-ce que tu veux t'en occuper? Donc c'était dans le cadre du CEP, un stage, etc. Ok, avec plaisir. Donc un mec qui s'appelle Omar, qui est devenu un ami aujourd'hui, qui était première div en judo. Donc ça s'est bien passé. Ce mec-là m'a présenté un autre mec qui lui était international algérien à l'époque. Et il est venu me voir, il m'a dit ok, c'est ma dernière année où je fais le tournoi de Paris. Le tournoi de Paris, c'est un des plus gros tournois au monde en judo. Est-ce que tu acceptes de me coacher? Donc bien évidemment j'ai accepté. C'était un vrai kiff. Voilà, je l'accompagnais au tournoi de Paris. C'était à Bercy à l'époque, ça s'appelait encore Bercy. Il m'a fait rentrer dans la chambre d'échauffement, donc je voyais tous les athlètes, tous les judokas. Enfin, c'était vraiment mes premières expériences réelles du haut niveau et enfin voilà, c'était vraiment ouf. Tous ces mecs-là, c'est devenu des amis parce que voilà, on a les mêmes affinités, les mêmes valeurs un petit peu, je dirais. Voilà, et donc ça, c'était en parallèle, ça se terminait, mais enfin pour moi dans ma tête, en tout cas, les études se terminaient, mais j'avais réussi à garder un pied au CEP via les athlètes que j'entraînais, etc., etc. À la suite de ça, donc j'ai décidé que j'allais arrêter la fac parce que ça me gonflait un peu et c'est la période où j'ai hésité à partir aux États-Unis pour me lancer dans le MMA. Et, enfin, j'hésitais, mais au fond de moi, je savais que j'allais pas le faire, mais j'avais cette dualité permanente, quoi. Et après, il y a Charles Rosoy, donc qui est encadré là, qui est venu me voir. C'est un athlète handisport. Qui est venu me voir, voilà, qui était un nageur à la base valide et qui est venu me voir et qui m'a dit ok Vince, j'ai entendu un peu parler de toi, on est en STAPS ensemble, voilà, j'ai eu mon accident de moto et là j'ai un projet, j'aimerais faire les Jeux paralympiques à Londres, c'est le rêve de toute ma vie, c'est le projet de ma vie, est-ce que tu m'accompagnes là-dessus, est-ce que tu me suis là-dessus? Donc quand tu as quelqu'un qui fait de la natation, qui a un handicap qui vient de voir, toi t'as jamais fait de natation à part un peu en STAPS et le handicap ça fait peur au début, enfin ça fait peur. Tu sais pas ce que c'est que le handicap, tu te dis bon on va y aller mais on va voir quoi. Et du coup je me suis engagé sur ce projet avec lui et pareil du coup ça a duré 1 an et demi à peu près.
Donc c'était en corrélation avec Sylvain Fréville, son entraîneur de l'époque. Et du coup, le mec avait le même parcours que toi en Stops. Ouais, il avait dû aller un peu plus loin, je pense. Et vous Enfin, aviez il le avait même un an âge, de plus que je crois, moi. Vous étiez à un an Ouais, il a un que an de toi. plus que moi, il est de 86. Et il je vient crois, te il est voir. comme toi. Du coup, Et il vient me voir, toi, voilà. t'allais arrêter la fac, mais les mecs venaient quand même te voir pour que tu les entraînes. Bah, le gars me dit, voilà, Ça venait d'où ça Enfin, parce que du coup, si enfin, c'est très rare qu'on vienne te voir alors que tu es dans les mêmes études pour te dire, au fait, j'aimerais vraiment que tu commences à m'entraîner. Je pense, enfin, modestement, que les gens ont toujours vu un peu de l'extérieur que j'étais un acharné de la muscu, un peu. Enfin, le CEP, ça m'a même valu un peu des conflits avec l'encadrement, c'est que je l'ai toujours un peu saigné, comme je le dis, tu vois. Enfin, je restais toujours le soir pour m'entraîner après les séances avec les rugbyman. Quand il y avait les cours magistraux, des fois j'y allais pas, j'allais en salle de muscu. Enfin, j'ai toujours aimé vraiment la muscu exagérément, je dirais. Enfin, m'entraîner en tout cas de manière exagérée. Et je pense que ce que les gens ont toujours vu en moi, c'est la passion, je pense avant tout, c'est la petite grinta en fait, quoi, tu vois. Et du coup, à l'époque, c'était les prémices des réseaux sociaux, parce qu'on parle d'un truc à 10 ans, hein, un peu moins. Et je communiquais déjà un peu sur Facebook, sur mes séances, sur ma vision de voir les choses, etc. Il y a des petits statuts, des petites choses, quoi. Et du coup, je pense qu'il a dû se dire, bah ouais, on va lui faire confiance. Enfin, peut-être que l'âge aussi, et puis la facilité de se dire, il a accès au CEP. Je pense qu'il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte, mais voilà, donc il est venu me chercher. Il m'a demandé si j'acceptais ce challenge, que du coup j'ai accepté. On était à McDo, je me souviens, on buvait un café. Mais c'est vraiment la phrase qui m'a marqué, c'est le... C'est bien joué. Je ne l'aurais pas fait dans le podcast. On était à McDo, on buvait un café. Voilà. Et en fait, c'est la phrase de te dire, ok, c'est le rêve de ma vie, c'est d'aller au JO, c'est de gagner les JO, est-ce que tu acceptes? Et du coup, si tu sais que c'est le métier que tu as envie de faire, comment tu peux dire non? Tu peux pas dire non, tu vois. Mais tout en sachant que j'avais un gros travail derrière qui m'attendait de documentation sur qu'est-ce que le handicap, qu'est-ce que son handicap, qu'est-ce que la natation, qu'est-ce que la course sur laquelle il va s'aligner, etc., etc. Après, c'est des questionnements que je pense en tant que préparateur physique, tu es obligé de te poser et tu te poses toute ta vie. Même là, 10 ans après, demain, il y a un athlète qui vient me voir, un golfeur, un tennisman, je vais me reposer pour me reposer d'autres questions, etc. Et voilà, et donc du coup, ça nous a emmenés au JO de Londres, où je l'ai accompagné avec mon meilleur ami. T'as quel âge à cette époque-là? C'était en 2012. J'ai 31 ans, on est en 2018. 25. J'avais 25 ans, ouais, c'est ça, hein, 25 ans. JO, 25 ans. Voilà. Et donc du coup, on l'a vu triompher dans la piscine, il a gagné le 100 mètres papillon. Médaille d'or, voilà, donc derrière, une fierté incommensurable, de se dire putain il l'a fait en fait, et du coup un peu la fierté aussi de me dire j'ai pris part à l'aventure, mais j'étais surtout fier pour lui en fait, j'étais vraiment surtout heureux pour lui. Et c'est peut-être un peu après les messages des gens qui me disent putain mais c'est ton athlète, mais il vient de gagner, mais on vient de voir dans l'équipe, dans France 3 région, etc. Tu dis ouais c'est vrai, je suis préparateur physique depuis pas longtemps et il y a un mec, je l'ai aidé à gagner une médaille d'or, quoi. Donc c'était un vrai kiff, quoi. C'était un vrai kiff. Voilà, et donc c'est je dirais peut-être encore à ce jour une de mes plus belles fiertés, quoi, parce que médaille d'or, parce que médaille d'or, finalement, il n'y a pas besoin d'argumenter plus. Ouais. Quand quelqu'un vient te voir et que tu lui permets d'atteindre le Graal, tu lui permets, encore une fois, je me mets pas les lauriers, parce que on sait que la performance c'est multifactoriel, que peut-être la contribution elle est de 1%, peut-être qu'elle est de 10%, ça de toute façon on ne le saura jamais. Ouais. C'est juste que quand tu es préparateur physique, tu t'insères dans une roue, en fait, dans un engrenage qui inclut d'abord l'entraîneur, le chief, quoi, le head coach, hein, et voilà, donc c'est toujours en corrélation avec l'entraîneur. Et voilà, mais malgré tout, si tu es inclus dans cette aventure, c'est ok les gars, tiens, il y a ce wagon-là, vous montez tous dedans, on va là-bas. Et le wagon, il te mène à la victoire, il te mène à la défaite, donc forcément, on sait que quand tu es préparateur physique, je pense que quand il y a la défaite, à l'inverse, je pense que les mecs qui sont en poste dans des clubs de rugby, de hand, de foot, le savent trop bien, parce qu'en général, quand l'équipe déraille, c'est eux qui sautent en premier. Ça, je pense que, voilà, on le sait. Hein. Et du coup, tu te dis, ouais, donc si je suis responsable quand l'équipe va mal, à la fois quand il y a une victoire, je suis aussi un peu responsable, et c'est là que c'est cool, quoi, tu vois. C'est clair. Et quand c'est un sport individuel, c'est encore différent, parce que tu as quand même une capacité d'agir sur l'athlète qui est un peu supplémentaire d'un sport co, où l'individualisation elle est compliquée quand tu as un groupe de 20 mecs, 30 mecs, voilà. Quand c'est un sport individuel, tu es là à chaque fois avec les séances, tu le vois vraiment souffrir, tu le vois se remettre en question, tu le vois remettre en question ton travail.
au fil des discussions avec l'entraîneur, avec l'athlète, et c'est là que tu progresses, c'est là que tu grandis, et je sais que ça m'a vraiment déjà fait prendre la responsabilité de me dire ok, bah voilà, je porte mes couilles comme on dit, et si le jour de la course il fait 5e, bah je serais peut-être un mauvais préparateur physique, quoi. Ça tu l'acceptes quoi qu'il arrive quand t'entraînes même un sportif amateur, de toute façon, hein. Ouais. Voilà, et du coup bah derrière ça, pour clore le chapitre Charles Rosoy, ça en est suivi 1 an et demi où j'ai travaillé avec la Fédé Handisport, où ils sont venus me trouver, et j'étais un peu coordinateur de la préparation physique pour le handisport pendant 1 an et demi. Après c'est quelque chose, j'ai des regrets parce que à cause de la salle et à cause de peut-être d'un manque de temps que j'y ai consacré, enfin ça s'est arrêté, sans animosité, mais ça s'est arrêté. Et voilà, mais du coup j'ai coaché des athlètes fauteuil aussi, des mecs qui sont, parce qu'ils sont encore là, paraplégiques à divers degrés en plus. Donc voilà, on sait que la paraplégie, c'est où tu as des abdos, où tu as l'usage d'une partie de tes abdos ou pas, ou un petit peu. Donc voilà, donc c'était aussi j'avais un escrimeur, j'avais un athlète un athlète quoi, donc athlétisme, et l'autre c'était un escrimeur qui venait là 1 fois par mois pendant 1 semaine, et du coup bah c'était encore autre chose avec les rassemblements à Vichy nationaux, où j'ai eu un peu des conférences à tenir devant X athlètes handicapés, leurs entraîneurs, où du coup voilà, c'était sympa parce que tu travailles vraiment en corrélation avec les médecins sur qu'est-ce que peut faire le mec, qu'est-ce que peut pas faire le mec, jusqu'où tu peux aller. Et au final, ce que j'en ressors de ça, c'est que les athlètes handisport, pour moi, ils sont ô combien plus méritants que les autres athlètes, parce que c'est des mecs qui vivent à chaque fois des drames dans leur vie. Bon, ceux qui naissent avec une malformation, c'est un drame mais modéré, mais des mecs comme Charles qui... Bah, tout va bien, et puis tu te fais faucher par un camion, et du coup tu perds l'usage de ton bras, et du coup bah comment tu te reconstruis en fait, tu vois, c'est... Et voilà, et ça j'ai vu que c'est des mecs qui avaient une volonté incroyable, et puis un détachement avec leur handicap aussi qui est phénoménal, parce que nous on se plaint tous, on a tous des faits de vie où on se plaint bêtement pour des conneries, et du coup t'as des mecs qui arrivent et c'est une anecdote qui me vient, mais que j'avais trouvé sympa en fait. Un jour il s'appelle Ali, mais il venait en voiture, il avait une voiture équipée, puis un jour il est pas venu en voiture, et spontanément je lui dis mais t'es venu à pied aujourd'hui, alors qu'il vient, parce que je l'avais vu arriver en fauteuil sur la rue là, et j'étais désolé, je me confondais en excuses, non mais excuse-moi, il me dit mais non mais je suis à pied, pour moi c'est à pied ça, ouais. Tu vois, et c'est là que tu te dis ouais, c'est des mecs qui sont au-dessus de nous dans la capacité à avoir une distance sur les drames, sur les problèmes, en fait qu'est-ce qu'est un problème, et un problème c'est pas tout ce que nous on croit être des problèmes dans la vie de tous les jours, je pense, tu vois, et ça c'est des mecs, et de côtoyer le handisport pendant 1 an et demi, je pense que ça m'a fait grandir là-dessus, sur relativiser un peu la performance, relativiser cette quête de la performance, et puis ces autres quêtes un peu de la vie de tous les jours, quoi, de s'enrichir, de devenir quelqu'un, ça fait donc ça fait un joli pont justement. J'aimerais faire un petit bond en avant. Ouais. Donc cette aventure ce clôture, si on peut employer ce terme. Tu ouvres Primal Performance un peu plus tard. Ouais, vraiment plus tard en fait. Je vais être bref, mais au début, quand je sors de STAPS, donc c'est un échec un peu comme je vous ai dit de ne pas avoir accès au haut niveau et au club de rugby que j'aurais aimé. Et suite à une discussion avec un ami, il me met en tête de me lancer dans le coaching en fait. Donc le coaching, comme c'était un peu... Ça commençait à être un peu en vogue il y a une dizaine d'années, c'est tiens, pourquoi tu serais pas coach dans les salles de muscu, on voit que tu es un peu populaire, tu t'entends bien avec les gens, etc. Et moi, au début, je prenais ça avec un tel dénigrement que je dis non, mais le coaching, tu rêves. Entraîner des gens lambda, j'avais un dénigrement, tu vois, initial, de me dire non, mais jamais de la vie. Et finalement, il a réussi à me convaincre. Donc, je suis allé voir une agence de com, j'ai créé une première entité qui s'appelait Phytamine. Phytamine, c'était la contraction de fitness et vitamine. C'était un truc qui me correspondait pas en réalité, de par l'image que ça véhiculait, épurée, tu sais, c'est vraiment le cliché du... Quadricolore. Les 4 couleurs primaires. Les couleurs, c'était fuchsia, c'était jaune. Tu l'as placé. Et c'était le cliché du mec accroupi devant le tapis, de quelqu'un qui fait des crunchs, où tu sais, tu lui soutiens un petit peu la cuisse, t'as ton Nike Pro moulant, tu vois, et en fait, c'est ce genre de photo où en réalité, c'est le coach qui se met en avant plus que, tu vois. Voilà. Donc bon, j'ai commencé là-dessus, je renie pas, j'ai fait mes armes là-dessus. Ouais, j'ai envie de te dire ça, c'est le
tu démarres bien quelque part. Et c'est souvent quand tu regardes un, tu fais oh le con. Mais ça faisait partie en fait du truc qui t'a amené là. C'est ça qui m'a amené à avoir cette réflexion de me dire au bout de 1 an et demi, 2 ans, non, c'est pas l'image que je renvoie parce qu'en parallèle, je postais des vidéos sur Facebook où je commençais à faire des trucs de kettle un peu dehors, n'importe. Enfin, ouais, ça t'a permis d'écrémer aussi ce que. Ouais, et je me dis non, mais attends, je communique sur quelque chose d'ultra aseptisé. Alors que je suis au final pas un mec aseptisé et que je renvoie pas une image aseptisée. Donc j'ai eu une deuxième réflexion. Je suis retourné voir cette même agence de com et je leur ai dit les gars, trouvez-moi un autre logo, trouvez-moi une autre identité. J'avais 2 idées en tête. Je voulais un gorille parce que pour moi le gorille c'est l'animal qui a le plus de qualité physique au regard de son gabarit en fait, au regard de son gabarit, enfin de son poids, la capacité à se balancer d'un arbre à l'autre, la capacité à soulever un truc immensément lourd s'il faut, le tout en mangeant des végétaux. Bon, je suis pas vegan. Parenthèse soit dite, mais enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, putain, le gorille, c'est la classe. On devrait tous vouloir être des gorilles, en fait, avec le parallèle sur le poids de corps qui est un des fondements de mes convictions sur l'entraînement. À vivre nu et manger des plantes, moi. Bah, vivre mieux, ouais, manger des plantes, j'y arrive pas. Vivre nu. Vivre nu. Ouais. Vivre nu. Génial. Ouais, ça, je te le laisse. Après, j'ai compris que vous aviez des mœurs un peu. Arrête, dis pas ça, ils vont croire. Voilà. Et du coup, j'avais une seule idée en tête. Je lui dis, ok, je me souviens d'un jeu vidéo quand j'étais gamin, il s'appelait Primal Rage. C'était des animaux, des dinosaures qui se tapaient dessus. C'était un jeu de combat à la Street Fighter, mais avec des gorilles, avec des T-Rex, etc. Et je kiffais cette connotation un peu bestiale, un peu originelle, en fait, le back to rules, tu vois, vraiment on revient aux fondamentaux, auxquels je suis encore attaché aujourd'hui sur l'entraînement. Et donc je lui dis, voilà, moi je veux un gorille et je veux primal. Et je veux aussi un peu me détacher de cette notion de fitness pour tous et un peu de perf, quoi. Et du coup, on est né Primal Performance. On est né un gorille, voilà. Donc c'est ça en fait, en est né, t'arrives avec tes convictions. Bah j'arrive, voilà. Tu ouvres ta salle à ton image, donc on est dans un environnement très... Au début, j'ai pas ouvert la salle. Au début, t'as pas ouvert la salle. Au début, j'ai juste créé l'entité. Ouais. J'ai acheté un camion. D'accord. Un trafic. Et j'ai acheté des sacs bulgares parce que j'avais découvert les sacs bulgares au salon du fitness à Paris il y a très longtemps. Ceux qui sont là-bas, toujours là. Voilà, les sacs bulgares qui sont là-bas, certains sont bien abîmés, bien patinés. Ouais. Et en fait, c'était à l'époque où, bon, je veux pas être présomptueux, mais où personne utilisait les sacs bulgares déjà. Personne communiquait sur les sacs bulgares. Les kettlebells, bon, qui étaient déjà un outil centenaire, mais en France, pas trop. Enfin, c'était pas encore trop populaire. Maintenant, tu vas dans un club med gym, il y a des kettlebells, mais il y a 10 ans, les kettlebells, on se disait, ça sert à quoi? Caler une porte, tu vois. Et voilà. Et donc, je me suis dit, il y avait un filon à prendre sur, moi, les outils qui m'excitaient pour moi à l'entraînement, en fait, les outils que j'aimais et puis où je trouvais vraiment un intérêt, même en tant que personal trainer, de dire, parce qu'à l'époque, je faisais des coachings à domicile et de me dire, avec un sac bulgare, tu vas chez les gens, c'est génial parce que tu désinhibes un peu le côté se mettre un truc sur le dos, une barre qui, surtout chez les femmes, peut faire un peu peur au début. Tu arrives avec un outil un peu stylé, en cuir, avec des couleurs, etc., que tu peux balancer sur un carrelage de salle à manger. Tu peux faire du rowing, tu peux faire du curl, tu peux faire du développé militaire. Enfin voilà, c'était l'outil multifonctionnel qui m'a séduit. Et je me suis dit, mais ça, pour moi, c'était l'outil révolutionnaire, quoi. Et à la fois parce que ça a été créé par un ancien entraîneur de lutte de l'équipe américaine olympique, Ivan Ivanov. J'ai vu des vidéos de ça. Voilà, et lui, il avait créé ça en se disant, ok, moi je veux un outil fonctionnel qui se rapproche des contraintes de mes mecs, à savoir une préhension fuyante avec la sudation, à savoir quelque chose qui va te faire monter dans les tours, un peu comme un match de lutte, quoi. Tu vas enchaîner beaucoup d'exercices à haute intensité, des exercices dérivés de l'haltérophilie, tu peux faire de l'arraché, tu peux faire de l'épaulé. Enfin voilà, c'était cet outil-là qui m'avait séduit, de se dire on peut à la fois s'en servir comme un outil de prépa physique incroyable et à la fois s'en servir comme un outil de musculation classique. Donc j'avais pris ça, j'avais pris les kettles, la corde ondulatoire et le poids de corps, et le strongman aussi, il y avait 5 trucs. Et je m'étais dit, bah voilà, je vais devenir un peu le coach fonctionnel, même si aujourd'hui, on en reparlera, mais j'ai revu mon jugement sur qu'est-ce que le fonctionnel. Mais à l'époque, voilà, je m'étais dit, ces outils-là symbolisent le fonctionnel. Je veux être un coach fonctionnel, je veux me démarquer de tous ces autres coachs. Et donc, je vais sillonner toute la France, je vais proposer des formations. Donc ça, c'était peut-être un peu aller trop vite en besogne, parce que... Mais voilà, j'avais fait un petit diplôme, et c'est vrai que j'avais eu quand même pas mal de mecs, même des mecs, je pense que vous connaissez un peu, qui soit sont venus à Primal plus tard, soit que j'avais vu à Paris, où j'ai fait une dizaine de formations dans toute la France. D'accord. Où en fait, c'était une formation, pas au sens qui va te permettre de bosser derrière, mais c'était juste, bah voilà, je venais donner mon... Ouais, c'est une estampille primale. C'était une estampille primale, et c'était, voilà, les gars, vous connaissez peut-être pas cet outil-là, venez essayer, vous allez kiffer, vous allez l'utiliser plus tard dans vos jobs respectifs, quoi. Voilà. Ouais.
Et à la suite de ça, en parallèle, je coachais mes clients à Dijon. Et j'en avais marre de subir les salles conventionnelles, de devoir imposer à mes clients de s'abonner dans une salle, de subir les humeurs des gérants de salle avec lesquels forcément au bout d'un moment ça collait plus. T'as envie de faire du squat avec ton client, la cage à squat, il y a 5 mecs qui font du curl dedans, enfin ça devenait vraiment chiant. Et à la fois je commençais à revendiquer que j'avais des idées un peu novatrices, un peu différentes, etc. Et je me suis dit, revendiquer quelque chose, mais entraîner ses clients dans une salle normale, au final tu revendiques rien, t'es comme les autres. Ouais. Donc prends ton courage à deux mains et ouvre une salle et mets-la aux couleurs de ce que tu revendiques, quoi. Enfin voilà, donc mets l'étendard sur un local. Dis voilà, la méthode primale, elle commence ici, c'est ça. Donc c'est quoi du coup voilà, c'est toi, t'as tes convictions en tant que préparateur physique en tant que coach. Ouais. C'est quoi la méthode primale? C'est quoi les principes primals de préparation physique? Donc c'est ces 5 points qui sont toujours très présents en fait. Ça évolue, je te dirais que l'année dernière, je t'aurais donné une réponse, il y a 5 ans, je t'aurais donné une réponse. Et en fait, plus qu'une méthode, de plus en plus, je me rends compte que... en fait, j'ai pas envie d'être estampillé avec une méthode, mais plutôt avec des idées, tu vois. Autrement dit, qu'est-ce qui a pas bougé? Vraiment, le gros... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on s'est entraîné, pour moi, le juge de paix principal en entraînement, c'est le poids de corps. C'est le poids de corps, parce que c'est de là que va découler... c'est de là que tu vas identifier la capacité à se mouvoir d'une personne, en fait. Parce que le poids de corps, c'est faire un squat. Le poids de corps, c'est pas spécialement faire des tractions ou des muscle-up. C'est même pas, c'est juste se baisser ou se soulever. C'est la capacité à bouger. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'inspirer d'un animal. Et donc, à la base, primal, c'est de dire aux gens, c'est de dire si t'es pas capable de te bouger toi-même, à quoi bon bouger une charge additionnelle, en fait. C'était un peu ça mon idée de base. C'est de dire, oui, c'est bien beau, t'es sur un butterfly, parce que j'ai trop vu dans des salles des mecs à faire des 1RM, tu vois, à me demander c'est quoi ton 1RM là-dessus, ou c'est quoi ton 1RM sur le tirage nuque. Et moi je lui dis mais c'est quoi ton 1RM sur les pompes, c'est quoi ton 1RM sur des tractions, tu vois. Et j'ai toujours eu en horreur les mecs qui se complaisaient sur des machines, qui, tu vois, se glorifier de bloquer la machine, de casser la machine, de péter le câble, parce que ouais, ok, mais vas-y, montre-moi les tractions, tu vois. Et un mec qui fait du tirage nuque et qui a jamais fait de traction de sa vie, il va faire 4 tractions avec le coude à 90 degrés, et tu vas le mettre un peu à défaut, tu vois. Et au début, c'était un peu ce jeu de dire aux gens, ok, pose tes machines et viens faire des tractions avec moi et on va voir ce que ça donne, en fait. C'était aussi parce que j'ai beaucoup aimé m'entraîner dehors, un peu street workout aussi à l'époque d'Hannibal. Je sais pas si vous vous souvenez d'Hannibal, un espèce de Stromon qui faisait qui avait un contrôle moteur sur des, je sais pas si tu vois pas qui c'est, un mec dans les ghettos new-yorkais. Oui, il a fait un truc non. Un mec d'une quarantaine d'années, ultra affûté, qui faisait des trucs de fou, qui faisait des front levers d'1 quart d'heure, mais un mec d'une 40... Ouais, voilà, tu vois. Donc c'est ce mec-là qui a un 40 ans, il était sec, laisse tomber. Je pense que c'est lui qui a popularisé, il y a sûrement d'autres mecs, parce que ça vient aussi des pays de l'Est, mais le street workout, un peu, c'est lui qui l'a popularisé, quoi. En tout cas, c'est lui qui communiquait beaucoup au début là-dessus. Et voilà, et donc, le primal, pour moi, c'est d'abord le poids de corps. Et au début, c'était les outils tels que le sac bulgare, etc. Maintenant, je te dirais que c'est plutôt une conception de l'entraînement qui est de dire fais de tout, essaye d'être bon un peu partout, en ayant des fondamentaux, des fondamentaux que je pense on a tous. C'est squat 2 fois ton poids de corps, c'est essaye d'avoir un soulevé de terre à 3 fois ton poids de corps, c'est sois capable de faire 20 tractions strictes. Voilà. Les standards primals, c'est ça. Mais je dirais que de plus en plus, j'ai pas envie que ce soit une méthode. J'ai pas envie que ce soit une méthode, mais plutôt des idées, parce que je pense que une méthode, tu essaies de la vendre. Une méthode, c'est lucratif, c'est pour faire de l'oseille. Des idées, c'est plus pour toucher des gens au sens large, en fait. Et moi, de plus en plus, ce à quoi j'aspire, c'est de motiver les gens et c'est d'essayer de leur parler plus que de leur vendre un programme, en fait. Donc de plus en plus, Primal, c'est une salle où on s'entraîne, où on se casse la bouche, comme j'aime bien le dire, en fait. C'est une salle où tu es le bienvenu si tu es culturiste, si tu es crossfitter, si tu es lanceur de javelot, si tu es débutant, si tu es en fauteuil roulant. Voilà. Primal, c'est viens t'entraîner. La seule chose que je vais te demander, c'est pratiquer en y mettant l'âme. C'est-à-dire, pose tes couilles sur la table. Tu es débutant, tu te considères comme nul, mais c'est pas grave. Va à fond sur tes capacités du jour. Et dans un an, tes capacités, elles seront autres, avec l'entraînement et avec les enseignements que je vais te donner. Et voilà, et garde toujours à l'esprit que sois généreux dans l'effort, sois généreux quand tu t'entraînes.
et tu verras que tu vas évoluer. Voilà. Et toi, donc on peut le dire, tu as une grosse base de followers sur les réseaux sociaux et tout ça. Tu inspires quand même pas mal de monde. On te voit faire des trucs de fou à l'entraînement. Toi, est-ce que tu programmes? Toi, ton entraînement à titre perso, ou est-ce que tu viens à la salle, tu sens, je veux bosser, la thématique de la séance, ça va être ça, et tu t'amuses? Ou est-ce que tu cycles? Comment tu la joues? Je cyclais beaucoup à l'époque où, au même titre que j'étais très rigoureux sur ma diète, sur ma façon de manger, etc. De moins en moins, parce que déjà je m'entraîne. Enfin, mes entraînements sont de moins en moins planifiés dans le temps et dans la journée, en fait, tu vois, parce que c'est vraiment en fonction de mes séances de coaching. Et du coup, il m'arrive des fois de m'entraîner en me disant non, j'avais prévu de faire du squat, mais j'ai trop mal aux genoux, ou j'ai trop de courbatures, donc c'est pas grave, j'ai 40 minutes, je vais faire du poids de corps, Donc, en gros, pour résumer, quand je fais des suivis en ligne, parce qu'il m'arrive d'en faire, ou quand je fais des planifs pour des athlètes, je cycle et je planifie dans les règles de l'art, on va dire. Mais à titre perso, je le fais pas parce que ça m'amuse de moins en moins, en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est mes skills un peu que vous voyez sur les réseaux, c'est les développer sur la nuque, c'est les arracher un bras, Et ça, c'est pas que ça se planifie pas, mais pour moi, c'est plus. T'as un côté cours de récré dans ta salle J'ai un côté où moi, en fait, de plus en plus, j'ai besoin de m'amuser quand je m'entraîne, tu vois. Et j'ai besoin de m'amuser quand je m'entraîne, et j'ai un malin plaisir à me dire qu'avec ma base bodybuilding, ma base musculation que j'empile depuis tant d'années, et ben, j'ai la possibilité de faire les choses que tu as dit comme dangereuses, en fait, qui pour moi, ne le sont pas spécialement, dans la mesure où tu pars pas brusquement de te dire, ok, j'ai jamais fait un développé couché haltère sur un banc, mais je vais essayer d'en faire un sur la nuque, tu vois. Non, moi, c'est graduel, c'est les sports de combat qui font que tu as toujours été en position, enfin, en appui sur ta tête, etc. Et voilà, et à la fois, si c'est vrai, c'est aussi de me dire, bah, je fais les choses un peu pas comme tout le monde, parce que j'aime pas rentrer dans un moule. Ouais, voilà, enfin, ça m'amuse pas en tout cas. Okay. Tu t'es vachement rapproché, j'ai l'impression, de certaines pratiques old school ces dernières années. Et tu as publié beaucoup là-dessus, sur la force des anciens. Des précurseurs. Ouais, des précurseurs. De la force. C'est même au-delà les strongman, la jeunesse des strongman, ce qu'on en sait, c'est que c'était même dans les cirques, en fait. Tu vois, les mecs, c'était les freaks un peu. C'était des gars hypertrophiés. Aujourd'hui, peut-être qu'ils passeraient inaperçus, mais à l'époque, il y a 100, 120, 150 ans, quand tu étais hypertrophié de manière incroyable, bon, tu étais un peu une erreur de la nature. Enfin, tu étais un mec hors norme. Genetic freak. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'était des mecs qui utilisaient des grosses dumbbells là, comme celle qui est par terre. C'était des mecs qui faisaient beaucoup de mouvements unilatéraux dans des angles ou des postures qu'un mec qui n'y connaît rien va te dire, mais lui, il va se faire mal, il va se bloquer le dos. Tu vois, tu fais un windmill. Quelqu'un qui n'y connaît rien, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut une hernie discale, lui. Non, si tu veux pas une hernie discale, c'est juste que tu as un contrôle moteur et une gestion de ton corps qui te permet de le faire, tu vois. Et aussi parce que pour moi le strongman, enfin j'aime beaucoup le strongman, c'est pour ça qu'il y a des cakes, qu'il y a des pierres d'Atlas dans ma salle, parce que je dirais que pour moi c'est un peu la quintessence de l'entraînement fonctionnel, dans la mesure où c'est être capable de faire des choses hybrides en utilisant ce que tu as développé en amont, en fait, à l'inverse de l'haltéro, à l'inverse du powerlifting, à l'inverse du crossfit, où même si je sais, et ça c'est ça que j'admire dans le crossfit, c'est un peu le slogan de dire il faut être prêt à tout à n'importe quel moment. Mais c'est peut-être aussi pour ça que le CrossFit utilise de plus en plus les trucs de strongman, c'est parce que c'est un gros défi physique, en fait. Parce que de faire un soulevé de terre avec une barre ou de faire un soulevé de terre avec une stone, c'est ça. Et tu vas pas du tout engager les mêmes muscles, tu vois. Ouais, et puis il y a un côté, le soulevé de terre avec la barre sera toujours le même, le soulevé de terre avec la barre, ta posture, elle est normée, elle est étraînée au fil des séances, au fil des années. Avec une stone, non, c'est complètement hybride. Et en fait, pour moi, de se permettre d'avoir des postures hybrides, ça veut dire que tu sais t'entraîner, en fait. Ça veut dire que tu es capable de t'entraîner et que tu es capable de mettre en application les principes fondamentaux de développement de la force, de recrutement musculaire, mais au service de quelque chose d'un peu bizarre, sans te blesser, en fait. Et quand tu le fais sans te blesser, c'est qu'en amont, tu as un corps au sens anglo-saxon, un gainage vraiment solide, que tu as une stabilisation, enfin une capacité de travail unilatéral assez développée. Et voilà, et c'est pour ça que moi j'admire beaucoup les strongman, peut-être plus que tous les autres athlètes de force, quoi, en fait. Et elle est tellement normée, la pratique, que pas du crossfit, hein, mais de la barre, qu'en fait
t'appelles les éléments du strongman des éléments des soulevés hybrides. Ouais. T'imagines où on en est arrivé et on avait une discussion avec pas mal de... Ils appellent ça odd object. Ouais, odd object. On a eu des discussions avec pas mal de mecs qui sont venus sur le podcast aussi et il y a un film qui sort bientôt sur l'ère des frères Wider. Ouais. Parce que je vois la petite photo de notre maître à tous. De Arnold. De Dieu. Puff. C'est ça. Et c'est tellement normé qu'on ne se rend pas compte que c'est arrivé avec toute l'industriel métallurgique. Ouais. Et que une barre, un mec a un bon soulevé terre, le dos droit, le dos plat, il a les ischios qui sont assez étirés pour pouvoir le faire, oui ou non, s'il est bien placé sous une barre avec 2 disques, tu vois. Et tu montes cette barre, il pourrait être bien placé, tu descends cette barre, il pourrait être mal placé, et c'est une norme. C'est comme ça. Un mec a un bon squat, il a un squat avec une barre, mais s'il avait un bon squat avec un sandbag, etc. Alors que ça change tout, en fait. Et le problème, c'est qu'on en est arrivé à se dire, ça c'est une bonne position, et tu vois des mecs, des entraîneurs, des physios qui te font des explications de pourquoi tu devrais t'étirer les ischios, etc. Je suis ok, le mec a pas la bonne position pour la barre, mais des fois je suis en train de réfléchir, je me dis, mais c'est vrai que c'est juste un con qui nous a produit ça en masse parce qu'il avait une industrie qui pouvait produire du métal. Et on a commencé à tout mettre en norme par rapport à ça et se dire, ok, bah là, t'es pas bien, là, t'as pas la flexibilité. Mais c'est peut-être pas ça le mouvement naturel. Mais ouais, et t'en sais rien en fait. Enfin, c'est quoi la norme? C'est quoi? Pourquoi on devrait s'entraîner avec des barres? Calme-toi. Merci. Je m'énerve. Ça me fait chier. Ça me casse les couilles. On voit l'afflux sanguin là. Ouais. Non, mais c'est une vraie question que tu peux te poser, tu peux poser aux gens. Pourquoi là, tu suis bien placé au deadlift? Je suis pas assez. On sait qu'il y a même beaucoup des meilleurs powerlifters. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si vous suivez un peu, mais un mec est décédé il y a un petit mois, là, Konstantinov, un Russe. Et lui, il était connu pour avoir un deadlift à 450 et plus avec le dos rond en fait. Et maintenant, ça a été prouvé. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont prouvé que c'est pas le dos rond ou le dos plat qui est dangereux. Ça, les gens confondent c'est dos la rond modification de courbure pendant ton lift qui est dangereuse. C'est que si tu pars dos légèrement rond et après rond, c'est relatif parce que des mecs comme ça, ils ont des spinos épais comme ça. Donc, autant te dire que tu peux pas avoir le dos plat comme une table quand tu as des spinos qui font 20 cm d'épaisseur. Et du coup, que le réel problème, c'est la modification de courbure pendant ton lift. C'est pas d'avoir le dos rond au départ. Si tu as le dos rond au départ, mais que tu sais que tu es solide avec ce dos rond, il n'y a pas de souci. Ouais. Une stone, on la soulève avec le dos rond, quoi qu'il arrive. Il y a autre chose aussi, c'est comprendre que avoir une modification de courbure au niveau lombaire, il y a de fortes chances que tu te niques, puisque c'est une zone qui est censée être stable et non mobile. En revanche, la partie thoracique, donc le milieu de la colonne, c'est une partie motrice, c'est une partie qui est censée bouger. Donc finir ton mouvement en ayant un déploiement léger en milieu de colonne, donc en fait sur les spinos dont tu parlais, c'est pas tant un souci. Donc c'est ça où les gens confondent dos rond et dos fixé. Ouais, c'est ça. En fin de mouvement ou au début quand tu prends la barre? Fin de mouvement. Avec une barre, tu veux dire? Ouais, n'importe quoi d'ailleurs. C'est que tu vas forcément finir ici. Ouais, par rapport au début où tu l'as pris, il était courbé. Ouais. Et je pense aussi que c'est plus facile d'engager certains muscles stabilisateurs en suivant encore une fois la capacité que tu as. Légèrement voûté. Légèrement voûté. Et c'est ce qu'on voit que les mecs ont des obliques énormes, les mecs ont des abdos qui sont très forts. Et c'est beaucoup plus facile parce que tu réduis l'amplitude quand tu t'élèves. C'est pour ça que c'est aussi difficile, je pense, sur les overhead squats de demander de stabiliser. Parce que c'est compliqué d'engager. Ouais, voilà, on peut le vérifier. On s'est entraîné juste avant tous ensemble. On était sur des objets un peu différents d'habitude. On utilisait des kettlebells et tout pour des presses, etc. Va arriver à faire une kettlebell press lourde, stable, debout, en étant comme ça, oblique, complètement désengagé. Tu vas te défoncer. C'est que l'antéversion sur des presses verticaux, elle est même dangereuse, tu vois. Et souvent, les mecs, ils me disent sur ton militaire, ouais, mais t'es comme ça, tu vas te briller le dos. Non, c'est quand t'es en antéversion et que tu vas constamment essayer de forcer et d'osciller que tu vas te blesser. Quand t'es fixé comme ça, que t'as un appui sur tes fessiers et sur ton grand dorsal et que tu prends appui là-dessus, là, tu vas pas bouger. Et là, tu peux faire ton press en sécurité et en appui sur quelque chose. Quand t'es antéversé, t'es en appui sur rien du tout. C'est les presses verticaux. Enfin, moi, ça, je l'ai expérimenté. Tu progresses que si tu es en appui, tu vois, et les bottom-up press, enfin, voilà, on va pas les énumérer, mais ça demande de s'appuyer sur des fessiers, sur du gainage, sur un grand dorsal. Il y a beaucoup de pratiques aussi pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ce que je reproche, en fait, finalement, à toute cette industrie où maintenant, les kinés prennent par la fête, certains coachs prennent par la fête, certains préparateurs physiques prennent par la fête, et tout le monde veut t'expliquer par A plus B que tu n'as rien compris à ce que tu étais en train de faire. Et quand tu poses la question, t'as essayé? Ouais. Non, mais j'ai vu sur Facebook, ok? Je connais une étude qui a montré que
Mais si t'es pas leader par l'exemple, t'es pas leader en fait. Et les anglo-saxons, ils disent walk your talk. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, si tu ouvres ta gueule sur un sujet, et bah, sois calé sur ce sujet, pratique ce sujet. Tu vois, moi, un de mes rêves, entre guillemets, c'est d'apprendre à jouer du piano. Et je vais pas aller voir un mec qui a fait 2 mois de piano. Je vais pas aller voir un mec qui a un clavier Play School chez lui. Je vais aller voir un mec qui fait du piano depuis des années, enfin, qui est calé, tu vois. Tu pas David Guetta? Non, après, je suis pas sûr que je puisse le payer non plus, David Guetta, en cours privé, mais enfin voilà. Et peu importe le domaine d'activité, t'es crédible que si t'expérimentes, que si tu te trompes, que si tu recommences, que si tu te questionnes, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais trop tenu compte des gens qui de l'extérieur me disaient que ce que je faisais, c'était pas bien. Quand ça m'est arrivé, et ça m'arrive rarement de me faire mal ou de me blesser, j'ai la lucidité de me dire, non, mais là, j'ai merdé, il y a quelque chose qui allait pas. Donc là, tu te remets en question. Et tu essaies de trouver le pourquoi tu t'es blessé. Mais voilà, les gens qui de l'extérieur te disent, oh mec, t'es mal placé. Mais je suis mal placé au regard de quoi, en fait, tu vois, au regard de ton bench à 70, tu vois. Enfin, non, mais sans manquer de respect, voilà, parce que tout le monde a le droit d'avoir un avis et Internet à la fois. Et ça, moi, je suis d'accord avec ça. Quand tu mets une vidéo, eh ben, tu t'exposes aux compliments, mais tu t'exposes aussi à la critique. Et il faut accepter les deux, tu vois. C'est juste que souvent, la critique, elle est très primaire, très basique, c'est juste t'es mal placé, tu vas te tuer le dos, bientôt une hernie. En fait, elle est devenue facile, quoi, la critique. Elle est devenue facile. Ouais, c'est à portée de clic, quoi, c'est à portée de souris, tu vois. Et souvent, tu te rends compte que c'est pas des mecs de terrain, que c'est pas des mecs qui ont de la bouteille dans dans quoi ils essayent de parler, de s'aventurer, en fait. Après, c'est important aussi, je pense, en tant que coach, sans aller jusqu'à se péter le dos, mais de se merder, de comprendre ce qui marche pas, autant comprendre ce qui marche, tu vois. Au-delà de dire que c'est important, je pense que c'est normal, enfin, c'est que ça arrive pas en fait de pratiquer 360 jours par an sans se tromper, sans se faire mal, c'est impossible en fait, tu vois, et à la fois le côté de se dire il faut être prêt à tout, je me souviens, je sais que ça va vous parler, Rob Orlando en fait. Si on peut juste expliquer qui c'est. Rob Orlando, c'est un strongman qui est maintenant responsable, qu'il est toujours, je crois, des cours strongman CrossFit, des certifications CrossFit strongman, et qui est un gars qui s'est qualifié pour les Games, qui avait fait les Games en 2008. C'est le mec qui a failli faire du CrossFit, quoi, parce que l'essentiel de sa prépa physique se base sur le strongman. Et moi, j'ai fait la certif strongman à Bruxelles avec Rob Orlando. C'était génial et je me souviens, il nous avait dit des trucs du genre il nous avait dit, après je sais pas si c'est pour sa légende mais qu'il laissait une barre chez lui chargée à 150 ou 200 kilos dans son home gym, et il disait, pendant une période, tous les matins je me lève, je sors de mon lit et je vais lifter cette barre sans échauffement, et il nous avait dit, au moins comme ça je vois si j'ai une capacité de placement instantanée sur un moment qui est défavorable en occultant l'échauffement en fait. Donc ça se discute. Mais en tout cas, il nous avait dit, que ça, il le faisait. Voilà, je crois que c'était 200 kilos. J'ai un cabis de 8 à la maison, pareil, tous les matins. Pouf. 2-3 reps. C'est comme tu dis, ça se discute. Et en fait, le problème, c'est que on parlait d'aseptisation, on en avait parlé avec Bollier. Et t'es dans un monde où on voudrait t'empêcher de faire n'importe quoi. Et attention, tu vas te blesser, attention, tu vas te blesser. Je veux dire, quand les Marines, ils vont s'entraîner et que tu seras réveillé à 4h du mat pour être foutu dans l'eau gelée d'un lac, et on va te dire, allez, vas-y, nage quelques kilomètres. De toute façon, n'importe quoi, c'est relatif. On va pas te demander, c'est comme ça que tu survis. Et du coup, ça me fait penser, parce que tout à l'heure on parlait d'entraînement fonctionnel, et moi c'est ce qui est marqué au-dessus de ma porte. Et au final, l'entraînement fonctionnel, c'est juste la vie. C'est la vie de, tu fais tomber quelque chose, t'essayes de le rattraper. C'est la vie de, tu ramasses ta cagette de pommes pour une dame de 65 ans qui sort. Et en fait, l'entraînement fonctionnel, au-delà de tout, moi je pense que c'est juste apprendre les gens à bouger en sécurité en fait. En fait, non, parce que là, je dirais que ça réintroduit le principe de placement hyper strict. C'est surtout de leur donner les armes de faire tout ce qu'ils ont besoin de faire dans leur vie. Pour des gens lambda, quoi. De se retrouver en position instable parfois. Et de se retrouver. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai souvent des gens d'une soixantaine qui me disent ah ouais, mais tiens, je suis allé au bois ce week-end, ça allait mieux. Et au final, aller au bois, c'est ultra fonctionnel. Ça dépend. Alors t'es à Dijon, parce que nous, quand tu dis je suis allé au bois, tout le monde va te regarder. Oh, c'est hyper fonctionnel. C'est ça. Avec un accent brésilien, c'est ça. Voilà. Et du coup, un des exercices pour moi, peut-être l'emblème de l'exercice fonctionnel, je dirais que c'est le farmer walk, la marche du fermier peut-être, parce que c'est une action motrice élémentaire qui est la marche.
associé à porter quelque chose. Et qui ne porte jamais quelque chose c'est simple. C'est-à-dire que c'est simple et à la fois c'est très maman de challengeant. 60 ans qui débarque, tu peux lui faire. Prends ce truc-là, mène-la. Voilà, là-bas, c'est ça. Et moi, du coup, je le fais souvent faire dans les escaliers parce que ça fait un petit peu monter un peu plus le cardio et qu'il y a une petite notion un peu supplémentaire de danger, entre guillemets. Mais il faut toujours se dire que quelqu'un qui débute, il va avoir cette sensation de danger quand il va porter 2 kettlebells dans les escaliers. Quand nous, on l'aura pas parce que voilà, on voit juste le côté perf, le côté monter et descendre le plus vite et le plus lourd possible. Mais je pense qu'on l'a aussi. Je pense que l'entraînement, c'est aussi faire des trucs qui te font un peu peur parfois. Ouais, Après, j'ai du mal à me dire qu'on se fait peur dans une salle de muscu, tu vois. Non, qu'on s'entende. Quand je dis peur, c'est des façons de dire des trucs après, challengeants. C'est que quelqu'un qui est pas habitué à s'entraîner, de se mettre dans le rouge et d'être à 190 pulses, ça va lui faire peur, quoi. Et quand nous, ça va être un accomplissement, quoi, ou presque. Et du coup, voilà, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le strongman, c'est parce que c'est des trucs qui se rapprochent de la vie de tous les jours. Encore une fois, on parle de la marche du fermier, que si tu as envie de complexifier, tu vas pouvoir faire de manière unilatérale, tu vois, pour avoir un mouvement d'antiflexion latérale, justement. Et du coup, si on parle de transfert avec une activité, combien de fois dans un match de foot, dans un match de rugby, de hand, je sais pas, tu vas vers l'embut, t'as la balle, t'as un mec qui essaye de te tirer le bras pour te faire éjecter la balle, tu vois. Et au final, c'est pareil, tu te balades avec une kettle, t'essayes de garder le buste droit, tu vas engager les mêmes muscles, tu vois. Ouais. Et c'est là que du coup, l'entraînement fonctionnel prend son sens de dire, ouais, ce que je fais, il y a un transfert avec une activité physique. Si activité physique, il y a. S'il n'y a pas d'activité physique, c'est juste... voilà, baisse-toi sans te faire mal au dos quand tu te relèves. C'est juste, sois capable de te relever de ton lit. Si tu n'as pas la sangle abdominale correcte, c'est de passer sur une position latérale. Voilà, c'est d'éduquer un peu les gens. Je pense que le rôle d'un coach, au-delà de tout ça, c'est d'éduquer les gens à prendre conscience de leur corps d'un point de vue un peu kinesthésie. La kinesthésie, c'est ça, c'est l'idée que tu as de la situation de ton corps dans l'espace, quoi. Et avant tout, c'est ça la kinesthésie. C'est ça le coaching, c'est faire prendre conscience aux gens de comment ils sont placés quand ils font quelque chose, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, quoi. Et il y a autre chose, donc on va beaucoup parler de la dimension physique de Primal et de ta marque, mais il y a une autre identité à Primal, et c'est vraiment ça, et c'est un truc dont on parlait un peu off, c'est la personnalité, quoi. C'est l'humain. Tu disais tout à l'heure, tu t'es éloigné de cette vision un peu aseptisée du coaching et tout, et tu as mis ta patte, et ok, il y a une grosse base de gens qui te suivent, qui sont très attachés à ce que tu fais, mais je pense qu'il y a encore plus de gens qui sont, sans vouloir faire de grandes phrases, qui sont attachés à ce que tu es aujourd'hui. Et tu disais, toi, voilà, c'est un truc. En fait, c'est simplement... Être un coach, c'est être quelqu'un, en fait. C'est juste, pour moi, indissociable, en fait. Moi, mes réseaux sociaux, après, je pense que maintenant, ça, c'est un peu un débat, on sort un peu du contexte, mais les réseaux sociaux servent à beaucoup de coachs aujourd'hui à vendre des choses, en fait, tu vois, à vendre des e-books, à vendre des programmes, à vendre, je l'ai vu il y a 10 jours, il y avait le Black Friday, tu allais sur Instagram, tout le monde, t'avais l'impression que t'étais ami avec Conforama, avec Boulanger, avec Carrefour. Non, t'es juste ami avec un coach, mais en fait, il a un Black Friday, le coach, tu vois, il y avait le Black Friday, le Cyber Monday, Ouais. Et en fait, moi, je me dis, à quoi c'est soit tu te sers de tes réseaux sociaux pour donner, pour promouvoir tes idées, soit tu t'en sers pour vendre des choses et te faire de l'oseille, en fait. Donc après, je gagne aussi ma vie dans le coaching, je vais pas cracher dans la soupe et dire que je fais un peu de coaching en ligne, etc. Mais avant tout, moi, j'ai envie de penser que les gens qui me suivent, c'est comme ils viennent de le dire, pour mes idées, pour ce que j'ai à raconter. Et je suis attaché à ça, et à la fois, c'est sans me forcer, parce que même quand je coach les gens dans mon quotidien, j'essaye d'être comme je suis. Donc c'est sûr que je suis très exigeant avec mes clients, que je les pousse loin, mais c'est ma façon de concevoir l'entraînement, c'est sans tricher, en fait. Et pour faire un parallèle avec la vie, si tu veux tes relations amicales, amoureuses, que tout se passe bien, c'est sans tricher aussi. Moi, j'aime que les gens francs, et du coup, le coaching, c'est ni plus ni moins qu'une interaction entre deux personnes. C'est des personnes que tu vas voir 2-3 fois par semaine pendant, en l'occurrence, 4 ans, 5 ans avec certains clients. Ouais, tu partages un bout de vie, en fait. C'est des gens à qui ils racontent plus de choses qu'avec leurs conjoints parfois, ou qui voient plus que leurs enfants. Donc, du coup, le coaching, c'est avant tout établir une relation entre une personne et une autre. C'est une relation de confiance. C'est faire en sorte que ton discours, que la personne y adhère. Et puis voilà, après, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Il y a des gens avec qui ça va pas coller, mais effectivement, voilà, j'aime bien donner mes idées, des fois de manière un petit peu cash. Ce qui fait que tu parlais de communauté. J'ai peut-être pas une communauté énormissime au final. C'est peut-être parce que je suis
pas assez lisse, pas assez mainstream, tu vois, peut-être dans le discours. Mais à la fois, ça me va parce que. Ouais, mais tous les gens qui les gens qui te suivent, c'est ton image. Parce que voilà, j'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec ce que je raconte. J'ai pas besoin que tout le monde aime me voir faire du développé couché sur la nuque. Enfin, voilà, et moi, j'aime les personnalités, tu vois, et j'aime les mecs qui ont des discours un peu tranchés. Et du coup, tout à l'heure, on parlait en off de Ross Enamate, tu vois, je me souviens, je l'avais mis en statut Facebook il y a 5-6 ans. J'avais mis Ross Enamate à 15 000 followers, Lazar Angelov en a 2 millions. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Bon, c'était un modèle fitness de l'époque. Et parce que pour moi, Ross Enamate, il est ô combien plus intéressant, il a ô combien plus de choses à raconter. Et il est beaucoup plus inspirant si on parle que d'entraînement qu'un mec qui a juste un six-pack grâce au dopage et qui pose devant une Lambo torse nu. Et ça, c'est un peu l'industrie du fitness aujourd'hui, c'est ça. Et moi, ça me fait pas bander du tout de regarder des mecs torse nu devant une bagnole à 200 000 euros. Aucun intérêt. De voir un mec qui fait des pompes dans la neige. Voilà, ça me fait kiffer parce que ça, c'est des vrais vecteurs de motivation. C'est des mecs qui vont te faire remettre en question ta motivation ouais, mais bouge-toi le cul, vas-y. Si lui, il le fait, pourquoi moi, je le ferais pas? Pourquoi toi, tu le ferais pas? Et du coup, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est voilà, juste de motiver les gens. C'est pour ça que des fois, je fais des stories où je raconte au final pas grand-chose, mais c'est juste, voilà, pour... je pense qu'un coach, c'est un interrupteur, tu vois. Voilà, il va déclencher quelque chose chez toi qui va faire que tu vas te prendre en main, que tu vas remettre en question ton hygiène de vie, que tu vas remettre en question ta façon de t'entraîner. Et voilà, Ido Portal aussi, je sais pas si vous le suivez, mais voilà, qui est peut-être l'ambassadeur du poids de corps en général, et je connais des gens comme Keegan Smith aussi, que je sais que vous avez rencontré, qui a fait son séminaire en Thaïlande et qui m'a dit qu'il était très très dur, qu'il avait des standards, voilà, que le groupe débutant c'est 5 muscle-up strict aux anneaux, que le groupe confirmé c'est 10 muscle-up strict aux anneaux, que le groupe expert c'est 20, et c'est un mec qui a un discours qui est tout sauf tranché, qui est tout sauf lissé. Mais du coup, au final, je pense qu'il arrive à vraiment emmener les gens à des niveaux de performance auxquels tu peux pas prétendre si tu t'investis pas à 2000%. En fait, et lui, il est l'ambassadeur, il le dit dans ses vidéos. Il dit, moi, je m'entraîne 10 heures par jour. Mais c'est même pas qu'il s'entraîne, en fait. C'est que sa vie, c'est un lifestyle, l'entraînement. Ouais, il essaie. Voilà, en fait, il sait pas, bon, j'ai fait une séance d'1h30, je vais refaire une séance ce soir. Non, je fais ça. 10 minutes après, j'ai une autre idée, j'essaye de faire quelque chose. Je me souviens, il dit, des fois, j'essaye de monter les marches de mes escaliers chez moi, juste sur le gros orteil. En fait, c'est de se constamment... Ça, c'est Ido Portal. Ça, c'est Ido Portal, voilà. C'est de constamment, en fait, s'éprouver, de constamment se remettre en question un peu, tu vois. Alors, bon, il y a d'autres mecs que je suis, que j'aime, qui sont, voilà, peut-être un peu moins rigoristes, quoi. Mais, voilà, en tout cas, voilà, moi, ce que j'aime, c'est les personnalités, c'est les gens qui ont des choses à dire. Ouais. Et voilà, modestement, j'essaye d'être un peu de cela. Voilà. En tout cas, voilà, je communique avec le cœur et je pense que voilà, quand t'es passionné, en fait, je pense que les gens adhèrent, tu vois. Je pense que la passion, c'est le vrai moteur, le vrai vecteur pour emmener les gens derrière toi, en fait. Parce que dès qu'il y a de la sincérité, les gens, ils le sentent et ils s'engouffrent dans le sillage, quoi. Non, mais c'est clair. Mais ça fait... c'est mon point de vue, hein. Mais ça fait, je pense, vachement de bien au monde du fitness français que d'avoir des gars comme toi, en fait. Parce qu'on n'est pas en Amérique, on est moins... C'est moins pimpant, c'est moins... Mine de rien, on croit vraiment beaucoup au diplôme en France, ce qui n'est pas une mauvaise chose forcément, mais on croit beaucoup en expertise. Et voilà, avoir quelques gars comme ça qui sont... Et ça fait juste du bien, quoi. Ça fait, voilà. C'est ce qu'on disait quand tu rentres ici, c'est le premier truc que tu vois. La salle, elle est brute de décoffrage, tu sens tout de suite que tout est utilisé. C'est... Ouais, ce que je dis souvent, pour moi, des kettles où la peinture n'est pas abîmée, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ou baleine sous gravier. C'est ou baleine sous gravier, voilà. C'est que ça va être une salle où ça sent pas spécialement la sueur, tu vois. Et tout à l'heure, au début du podcast, on parlait des arts martiaux. Pour avoir fait aussi pas mal de boxe anglaise dans des salles, les salles de boxe anglaise, on a tous vu Rocky. Il y a une âme en fait il y a une odeur aussi. Voilà, il y a une odeur de transpiration excessive, mais voilà, ça sent la vie, ça sent les mecs qui se sont entraînés, ça sent et voilà. Et pour moi, une salle d'entraînement, c'est ça, c'est pas aseptisé, c'est pas une salle où tu te fais engueuler quand ta barre elle tombe par terre parce que t'as raté ton épaulé, c'est pas une salle où la magnésie est interdite, c'est une salle où tu t'entraînes, t'essayes, t'expérimentes, tu charges, tu décharges, voilà, l'entraînement, c'est ça, c'est
comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est expérimenter, c'est essayer, et tu peux le faire que dans un environnement qui te le permet en fait. Et c'est aussi pour ça, c'est ça qui m'a motivé initialement à créer ma salle, c'est parce que j'étais moi-même bridé dans mes mouvements, dans les trucs qui, pour le commun, bah, c'est dangereux, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, c'est du cirque, c'est tout ce que tu veux. Du coup, bah, ça fait que d'un moment, bah, t'es mieux chez toi, quoi, tout simplement. Hein. Tu parles de motivation. À quoi elle ressemble ta journée? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais spécialement pour rester motivé? Est-ce qu'il y a des routines que tu as inclus dans ta journée, ou il y a des trucs auxquels tu penses pour pas fléchir? Tout à l'heure, tu parlais du mec qui fait des pompes dans la neige. Peut-être que c'est au petit-déj, peut-être que c'est au coucher, peut-être que c'est à la pause. Qu'est-ce qui te permet de rester rigoureux? Tu parlais de discipline, et c'est ce que je pense Ido Portal inculque chez les gens, c'est de dire ok, fais-le, après on parle. Voilà, c'est ça. Je sais pas si j'ai des vrais rituels. Le seul, enfin, j'ai un rituel, enfin, c'est un truc que je m'impose, c'est de me lever à chaque fois sur mon réveil, en fait. C'est de jamais mettre de réveil. C'est peut-être banal, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent 2, 3, 4, 5 réveils qui le repoussent. Et moi, déjà, la motivation, ça part de ok, ça vient de sonner, ça veut dire que c'est l'heure, lève-toi. Repousse pas de 4 minutes, repousse pas de 6 minutes. Donc, je me lève quasiment tous les jours à 6h10. Et je m'impose, même quand ça pique un peu ou tu t'es couché tard, de me lever à 6h10, quoi, de pas flemmarder. Et c'est sûr, tu prends ton téléphone, tu mets 6h13, bon voilà, qu'est-ce que tu as gagné au final? Tu as gagné 3 minutes, tu vas être encore plus dans le mal en te levant. Et c'est déjà commencé à être faible en fait. Et moi, c'est vrai que j'aime bien tout le temps me dire que j'ai pas le droit et qu'on n'a pas le droit d'être faible. Et déjà, de vouloir se recoucher, c'est déjà concéder que bah, ça y est, t'es déjà fragile avant même d'avoir mis un pied par terre en fait. Voilà. Donc c'est un petit truc, c'est rien, mais bon, en tout cas, ça, je m'y astreins. Après, voilà, quand je me lève, je fais mes œufs pas de bavure. Hein, c'est quoi le petit-déj? Le petit-déj, c'est 2 œufs entiers, 2 blancs, avec du chocolat noir à 85% dedans. Attends, 2 œufs entiers avec du chocolat noir à 85%? C'est une omelette, ouais. Avec 4 œufs, dont 2 entiers. Ok. De l'huile de coco dans la poêle. Ok. L'omelette, une fois qu'elle a commencé à cuire, je mets du chocolat noir dedans, une barre Lindt pour pas citer la marque. 85%, je referme. De la confiture, abondamment, trop abondamment d'ailleurs, mais voilà, je mange avec de la confiture. Tes œufs sont sucrés. Mes œufs sont sucrés. Mes œufs sont sucrés par le chocolat. Tu connais pas ça? Non. Et par la confiture. Ça fait penser à un sketch dans Radio Star, mais c'est le feu. C'est un mochaccino. Franchement, c'est bon. Un T'as déjà essayé? C'est du chocolat. Bien sûr. Avec Ouais. du café. Ah oui, les omelettes au chocolat. Ah ouais. Un Voilà. classique. Et du coup, moi, je rajoute de la confiture et un peu de flocons d'avoine. avec C'est des dans la amandes. pop culture, ça. Voilà. Et bon, je mange le matin, je mange trop, je pense. C'est pour ça que j'ai du mal à rester trop sec, parce que je mange trop de calories le matin, en fait, j'en ai conscience. Mais j'en ai. T'en as besoin, tu fais que ton corps fonctionne Ouais, bien. j'ai pas l'impression que je vais être opérationnel le matin, tu vois. Donc, Tu t'entraînes très vite après? Non. Bah, je m'entraîne quand j'ai pas de coaching finalement. Donc, en général, j'en ai quasiment tous les matins de 8h à 13h ou 14h par session d'1 heure. Donc, je peux rarement m'entraîner le matin, à mon grand désespoir, parce que j'adore. Il y a un mois, j'avais pris un peu le parti de me dire je vais m'entraîner à 6h parce que. Pas parce que ça me fait kiffer, mais j'avais fait le séminaire de Thibaudeau, qui lui est un ardent défenseur de. Tu peux nous expliquer qui est Christian Thibaudeau, Yes. bah, c'est un des plus grands préparateurs physiques, peut-être, je dirais, actuels canadiens. C'est l'auteur du livre noir de. C'est l'auteur du livre noir, ouais. Dans l'entraînement. De l'entraînement. Voilà, c'est un mec qui fonctionne beaucoup avec les neurotransmetteurs. Donc, c'est pas que j'ai pas envie de vous l'expliquer, mais c'est que je sais que ça va être beaucoup trop incertain pour que je le décrive. Donc, j'invite par contre tous ceux qui écoutent ça à aller se renseigner sur qu'est-ce que les neurotransmetteurs. Et voilà, parce que lui, il y a. On peut lancer un expliquer appel du rapidement. pied à M. Thibaudeau. On peut lancer un appel du pied à Monsieur Thibaudeau. Je sais qu'il vient régulièrement en France pour des séminaires, donc ça serait énorme. Hein. Voilà. Et du coup, pour lui, le meilleur moment de la journée pour s'entraîner, c'est très tôt le matin. D'accord. Déjà parce que ça ne va pas empiéter sur la capacité d'endormissement, parce que plus tu t'entraînes tard, plus tu auras une excitabilité cérébrale qui va faire que ça va être compliqué de t'entraîner. Et donc lui, il s'entraîne très tôt le matin et il arrivait à performer, c'est ce qu'il nous avait dit, même sur ses meilleurs lifts très tôt le matin, donc je l'ai essayé un peu. Effectivement, c'est vrai que j'étais pas spécialement meilleur, mais pas plus mauvais qu'à 8h du mat ou à 17h en tout cas. Donc pareil, c'est intéressant de l'expérimenter. Voilà, j'essaye toujours quand je m'entraîne d'avoir 2 heures, j'ai du mal un peu à speeder. J'ai du mal à avoir 1 heure de trou comme un créneau de séance en fait. Parce que peut-être l'âge, j'ai que 31 ans, mais voilà, ça tire un peu forcément plus quand tu commences une séance.
Et voilà, après, ce qu'on a fait tout à l'heure, ça dure qu'une heure, hein, le traction dips burpees, on est d'accord. Mais quand tu es dans un souci de faire une montée de charge un peu sur un squat, moi, j'arrive pas à faire une montée de charge en squat en 5 minutes. Donc, de me dire que voilà, je vais être à ma barre de 3 RM. C'est d'avoir un RM à 80 et tu verras. Ça sera... Ouais, après, bon, j'ai pas un RM non plus qui nécessite 2 heures, tu vois, mais voilà, donc en résumé, il me faut 2 heures ou 1h30 pour m'entraîner. En tout cas, j'aime bien vraiment prendre le temps et parce que la première demi-heure, je la passe juste à émerger et à rentrer dans ma séance, quoi, un petit peu. Ok. Après, je suis pas du tout partisan des rituels d'automassage, de trucs comme ça je déteste, clairement. Ouais. J'utilise pas du tout, à titre perso. J'ai des rouleaux d'automassage dans la salle, mais je m'en sers jamais. Je dois me coucher dessus une fois par an pour me faire craquer un petit peu le dos, mais... Enfin, ça, c'est des trucs où c'est peut-être mon côté old school, mais j'ai jamais été habitué à m'en servir à l'époque où c'était pas ni populaire, ni même sur le marché. Et ça m'est resté, en fait. Donc, j'ai pas ces rituels même de mobilité, de déverrouillage, de trucs. Voilà, je prends peut-être un PVC, je fais 2-3 dislocations, et puis hop, on attaque, ça va très bien, quoi. Donc, j'ai pas de rituel d'entraînement, en fait. J'ai pas de rituel d'entraînement, si ce n'est que j'aime bien avoir une veste, un pull, un sweat, un truc, et puis voilà, on y va, quoi. Tu as quelques grosses barres de référence. Est-ce qu'on pourrait les connaître et savoir qu'est-ce que c'est les méthodes d'entraînement qui t'ont le plus impacté dans ta carrière? Si tu devais en garder quelques-unes, celles qui t'ont fait le plus d'effet selon toi. Mes meilleurs lifts, le soulevé de terre, c'est 243. Donc c'est pas incroyable. Hein. Le squat, c'est 215. Le bench, 164. Le militaire, 2 RM à 100 kg. Le biceps curl en strict, 10 reps à 60 avec barre droite. Il y a une petite étoile dans les yeux. Il y a une petite étoile. Il y a eu une plus grosse étoile que le squat, non? Ouais. Et puis, je sais pas. Sachant que c'est pas du tout la partie primaire de ton entraînement, justement, c'est que toi tu essayes tout ce qui te vient par la tête et que tu performes dessus, quoi. De plus en plus. Ouais. De plus en plus, parce que maintenant je me suis pris d'affection pour des mouvements un peu hybrides comme les bottom-up press, comme on en a parlé tout à l'heure, les trucs un peu sur la nuque, les trucs unilatéraux, les arracher un bras avec barre, etc. Encore une fois, tous ces trucs qui, je pense, sont un peu l'empilage de capacités physiques plus normées et plus normales sur le développement. Okay. Après, comme je vous l'ai dit, je cycle plus du tout mes entraînements. Ouais. Enfin, plus beaucoup. Après, là, je m'étais mis en tête de passer à un 130 au développé incliné. Donc, bon, voilà, j'étais parti sur un cycle sur un 5x5 pendant 3 semaines, sur un 3x3 ensuite, etc. Bon, je ne l'ai pas encore passé, j'ai pas encore essayé de voir si ça va fonctionner. Je pense que ça va le faire. Après, je suis resté assez méthode. Si on n'a pas de nouvelles de toi, de toute façon, c'est que tu es resté coincé sous la barre. Ouais, après, tu vas le faire à 22h le soir, tout ça, quand tu rester coincé sous 130, ça serait une triste vie quand même, tu vois, de mourir sous 130. Voilà. Moi, je suis resté très old school, très méthode Gilles Cometti, tu vois, sur le développement de la force. Mec. Je pense que c'est le CEP qui veut ça, hein, enfin ma formation initiale. Hein. Voilà, donc du 6RM, du 5RM. J'ai rarement essayé, tu vois, toutes les méthodes Westside, les trucs un peu... en sachant très bien que ça fonctionne, en fait. Et tu vois que j'ai jamais fait un small off de ma vie, par exemple, tu vois. Les trucs que j'ai fait faire à beaucoup de gens qui ont fonctionné et que moi, je me suis... Voilà. Je sais pas, j'ai une espèce de... Je m'ennuie très vite avec un programme, en fait. Je m'ennuie et j'ai du mal à le tenir sur la longueur. Je pense qu'il y a je me serais imposé ce genre de truc il y a des années, mais j'en avais pas connaissance il y a 6-7 ans de ce qu'était un small off ou tu vois, des choses comme ça. Je l'aurais sûrement fait avec plaisir et avec une assiduité sans faille, mais là aujourd'hui j'ai plus envie de faire ce genre de choses. Tu vois, ça m'excite plus en fait, du tout. Ok. Donc, mais c'est aussi pour ça que je plafonne sur mes barres, j'en ai conscience, tu vois. C'est que bon, des fois les mecs me le disent, oui effectivement j'ai des pause squat à 10 secondes à 170, mais depuis le temps que je l'ai, je devrais être capable d'avoir un pause squat à 190 de 10 secondes, tu vois. Mais je me donne pas les moyens voilà, d'acquérir cette force supplémentaire, parce que c'est plus dans mes envies, en fait. J'essaye de maintenir mes fondamentaux qui, je pense, sont corrects. Et après, voilà, tu t'amuses. Et autour de ça, je m'amuse. Voilà, okay. Je m'amuse. Tu as des mecs qui t'ont impacté, il y a des choses que tu lis, il y a des choses que tu écoutes, parce que je sais que tu aimes bien sortir les punchlines, comme tu as dit.
t'as un bac littéraire, t'aimes le rap, donc je sais pas si c'est compatible bac littéraire et rap. Du coup, non, mais est-ce qu'il y a des mecs qui te, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui sont au tableau au mur. Dans les mecs récents qui me fascinent, je dirais il y a Mike Horn. Ouais, qu'on a là-bas derrière, voilà, qui n'a rien à voir avec la muscu. En fait, j'aime beaucoup. Enfin, de plus en plus, j'essaie de m'inspirer de gens qui n'ont rien à voir avec la musculation. Ok. Parce qu'en fait, je trouve que sinon, c'est déjà commencer à avoir une étroitesse d'esprit. Ouais. Donc, du coup, j'ai lu tous ces bouquins, Mike Horn. Je suis allé le rencontrer en conférence à Lausanne l'année dernière. Ok. En fait, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait une conférence. Je me suis inscrit immédiatement. Parce que je trouve que c'est un mec fascinant et à la fois, je regrette un peu qu'il se soit un peu ouvert au monde de la télé et tout, parce que si on lit pas ses bouquins et qu'on regarde juste M6, on perçoit même pas un dixième de ce personnage, en fait, tu vois. Et on parlait de punchline, lui, il en a donné plusieurs, dont... Enfin, il a dit, en fait, souvent les gens, quand ils sont dans la merde jusqu'ici, ils se noient dans la merde. Et lui, il dit, moi, je me mets souvent dans la merde jusque-là, et quand tu fais ça, tu sors un petit peu de la merde, en fait. Et tout ça pour dire que voilà, on n'est jamais aussi mal en point que ce qu'on veut bien le croire, quoi. Et ça c'est vrai dans notre vie de tous les jours. En fait, on a souvent tous tendance un peu à se plaindre un peu de manière exagérée. Et lui, quand on sait tout ce qu'il a traversé, enfin l'Antarctique tout seul avec un traîneau de 200 kilos tous les jours, les moins 45 degrés, les conférences téléphoniques avec des chirurgiens qui le suppliaient de rentrer sinon il allait perdre toutes ses phalanges. Ouais. Et lui qui dit fuck, si je meurs, si je perds mes doigts, mais au moins j'irai au bout. Enfin des trucs incroyables, en fait. Et ça, moi, je trouve c'est 1000 fois plus motivant que de regarder un mec faire un arraché à 140 kilos. Enfin, parce que c'est des mecs dans leur discours qui disent des trucs ouf, en fait, tu vois. Après, bon, voilà, je suis ami et je connais Marine Leleu, je sais pas si vous la connaissez un peu, j'en parle souvent. C'est une coach sur Paris qui... Enfin, on connaît. Enfin, c'est difficile de ne pas connaître au jour d'aujourd'hui ce qu'elle fait. Voilà, bon, elle est très populaire, mais elle me motive vraiment parce qu'elle passe par des trucs vraiment durs dans sa vie et à la fois, je connais personne de mon âge qui a traversé la Manche à la nage, en fait. Et c'est déjà juste incroyable avant ça de faire un marathon et après ça de faire je sais pas combien de kilomètres de vélo. Enfin, ça, c'est des gens qui me font kiffer de par les exploits, en fait, qu'ils font, quoi. Donc, c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Après, il y a dans les sportifs, je dirais que Klokov me motive vraiment par son work ethic, en fait, qui est incroyable, par sa capacité tous les week-ends pendant 1 an à faire un arraché à 200 kilos en séminaire. Enfin, je me dis comment c'est... Bon, après, on va pas rentrer dans le débat, on sait un peu comment c'est physiologiquement possible, mais... Enfin, voilà, ça, c'est des mecs qui, avant toute chose, en fait... font la promotion du travail acharné et je pense qu'il n'y a qu'avec le travail acharné qu'on arrive à faire des choses. Donc voilà, ça c'est je dirais qu'en muscu ou en barre ou quand j'ai un petit coup de moins bien où j'ai besoin de me motiver, voilà, je me mets un petit 5 minutes de clock-off et ça repart. Ouais. Voilà. C'est vraiment, et pareil, je l'ai rencontré aussi en séminaire à Strasbourg. Et voilà, et en fait on se rend compte qu'il est extrêmement intelligent quant à son entraînement, extrêmement rationnel, extrêmement lucide. Ouais. Qu'il nous a dit que pour des gens lambda de s'entraîner 2 fois par jour, c'était pas du tout intéressant, c'était pas du tout compatible, qu'il recommande à personne de le faire, que eux ils le font 3 mois avant une échéance, un championnat du monde, des JO, parce qu'il faut une intensité, une fréquence d'entraînement ultra élevée, un volume d'entraînement ultra élevé, mais que pour lui, voilà, de se dire je fais 2 trainings par jour toutes les semaines, toute l'année, c'est un non-sens. Je crois que le coach, je l'avais entendu dire que les JO ou les championnats du monde, il est préparé vraiment spécifiquement 6 semaines avant. Ouais, c'est ça. C'est des gars qui ont une telle base. Ouais, voilà. C'est pas qu'ils font n'importe quoi, mais ils s'entraînent un petit peu instinctivement, presque toute l'année. Et 6 semaines avant, là, c'est minuté, quoi. Avant, voilà, c'est au gramme près, c'est au pourcentage près. Et bon, après, c'est pas eux qui établissent leur planif, mais après, c'est des mecs qui ont un tel background d'entraînement qu'ils ont un recul. Et puis c'est des puits de science sur ce qu'ils vont te dire, tu vois. Et c'est des mecs qui vont te dire que 4 séances par semaine ça suffit, qu'il faut faire un sauna chaque fin de semaine pour optimiser la récup. Bon, après il a dit des trucs un peu drôles, que lui non plus il aimait pas les automassages parce qu'on commence pas un entraînement par rester couché 20 minutes par terre. Enfin, que c'est allé à l'encontre de ce qu'on voulait à l'entraînement, à savoir un influx nerveux qui va te permettre de soulever du lourd, quoi. Il dit moi quand je me couche par terre sur une balle en plastoc, l'influx nerveux il sombre, quoi. Enfin, et du coup, voilà, des choses que l'entraînement, c'est l'entraînement.
Et la récup, c'est les 22 heures autres que l'entraînement. Mais les 2 heures d'entraînement, c'est consacré à l'entraînement, pas à la récup. Les Bulgares aussi, hein. Ils disaient qu'il ne fallait pas s'entraîner 2 fois par jour. 2 fois par jour, c'est juste avant la compète. Ouais. Sinon, ils s'entraînaient 8 ou 9 fois par jour. Et du coup, il s'est marqué. Je savais pas où t'allais avec cette phrase, justement, les Bulgares. Je suis hyper content de la chute. Je suis très content de la chute. De l'entraînement bulgare. Ouais, mais il faut regarder. Les mecs, ils recommandent. Comment c'est Abadiev, non, je crois. Ouais, c'est son nom. Ouais, ils recommandent quand même de se strapper les genoux avec du baume du tigre tous les soirs avant de se coucher pour favoriser quand même limiter les inflammations. Les gars, c'est bien détaillé dans un bouquin de Michel Dufour, je crois, sur les diamants neuromusculaires, un bouquin, le développement de l'explosivité. Et il détaille les journées des entraînements bulgares. Et en fait, les mecs, ils considèrent que c'est leur travail, en fait. Ouais. Donc, t'es au travail à 9h et t'en repars à 17h. Et ils viennent, séance d'arraché à 9h30, pause, séance d'épaulé jeté à 10h30, pause, séance de squat, pause, arraché technique, pause. Ils étaient enfermés. Ouais. Ils étaient dans une maison où il y avait une plateforme d'entraînement et ils étaient surveillés par Abadiev. Le vrai mythe bulgare, il vient de là et il gérait tout. Parce que sinon, comment tu peux retourner à l'entraînement 6 ou 7 fois, faire des max comme ça dans la journée, c'est impossible. C'était l'idée de plus tu as un influx, plus tu as cette vague qui va recruter tous ces fibres musculaires à haute intensité, les thresholds en fait, plus ça va être efficace, et les seuils, pardon. Et du coup, ils les verrouillaient et les mecs trouvaient ils essayaient de trouver des subterfuges pour éviter la dernière rep, et quand ils se blessaient, c'était l'enfer parce qu'après ils faisaient que du back squat. Et le mec, tu prenais 15 kilos sur ton back squat en 30 jours parce que t'arrêtais pas de faire des max. T'étais bloqué, tu pouvais plus faire d'haltéro, c'était fou. Max Aita qui s'est entraîné avec la méthode bulgare pendant très longtemps. Un RM tous les jours. Il a fait des beaux athlètes aussi, Max Aita. Ouais, il en fait toujours d'ailleurs. Mais ça va à l'encontre de, par exemple, un russe qui va avoir je sais pas combien de lifts différents pour justement éviter de péter sur la longueur. Et puis plus tu vas être complet sur plein de lifts, sur plein d'exercices accessoires, plus tu vas être un athlète intéressant. Ça va à l'encontre de Westside aussi quelque part, qui font des variations des mêmes lifts. Mais ouais, Westside s'inspire du système russe de toute façon. Ils sont pas. Mais tu sais jamais, comme tu disais, tu tombes sur des mecs avec qui ça va marcher, et la méthode devient réelle et elle marche parce que ça a marché, c'est tout. Enfin, c'est la performance qui amène la méthode. Hein. Si quelqu'un s'entraîne à se mettre. Disons que si tu sors des champions. Heureusement que j'ai pas fini cette phrase. Pourquoi t'allais perdre ? Ouais, j'allais dire si quelqu'un s'entraîne en se mettant les pieds dans le cul en faisant l'indien, ça marche. On peut appeler ça une méthode. Mais clairement, un entraîneur sort des champions, ça devient un bon entraîneur. Ouais. Il sort pas de champion, c'est un mauvais entraîneur. Alors que peut-être pas. Je pense que quand tu as accès déjà à un vivier de mecs hors normes ou que tu as accès à des athlètes de ouf, surtout, c'est plus facile d'être connu comme un. Le très bon entraîneur, c'est le mec moyen qui va rendre le gars. Qui va rendre le gars exceptionnel, quoi. Ouais. Mais bon, après, on est rarement exceptionnel si à la base on n'a pas. Un capital génétique quand même qui le permet. Hein. Ça a été prouvé. Et on est sur la fin du podcast. Déjà ? Ouais. C'est notre caméraman Thibaut, aka Benoît. Je me trompe toujours sur son prénom, je fais même pas exprès, je sais pas pourquoi. J'ai intégré qu'il s'appelait Ben. C'est pas un manque de respect envers lui, non ? On dit, ce que m'a expliqué hier, c'est hier que tu m'as dit ça ? Expliqué, je sais pas. Ouais, vas-y, redonne-nous l'explication parce que je l'ai oublié. Non, la théorie de Dale Carnegie, qui est peut-être le gars qui a écrit Comment se faire des amis et influencer les gens, qui est peut-être le bouquin le plus connu en relations humaines, etc., qui est un bouquin que tout coach devrait lire, qui est un bouquin qui a été écrit à l'entre-deux-guerres, et tu le lis maintenant, ça sonne tellement actuel. Donc le bouquin de référence pour quiconque fait du commerce, etc., et je pense que vraiment tout coach devrait lire ce bouquin. Bref, il y a tout un chapitre dédié au prénom, et donc c'est pas de moi, hein, tout ça je ne fais que citer, et le mot le plus important du monde pour une personne, c'est son prénom en fait. Avant oui, avant merci, avant tout ça. Quelque part, le mot le plus important pour toi, c'est Vincent, moi c'est Raphaël, toi c'est Jean-Marie, toi c'est Benoît. Et c'est ça, il y a quelque chose que vous ne voyez pas tout Laurent. Et voilà, à quel point c'est important et à quel point ça change une phrase de commencer ou terminer la phrase en ajoutant le prénom de la personne et de le retenir. Ouais, c'est vrai. Voilà, t'imagines quelqu'un que tu as rencontré une fois, tu vas à la boulangerie chercher ton pain, tu reviens, ils te font bonjour Vincent, tu y retournes à cette boulangerie. Ouais, non mais c'est vrai. Et souvent je dis, ça m'arrive sur les premières fois où quelqu'un rentre dans la salle et en fait j'ai l'impression que ça se ressent quand tu serres la main, tu dis salut. C'est toi. Salut toi. Et non mais qu'il n'y a pas le prénom à la fin. C'est horrible, je suis nul en prénom. Ouais mais du coup j'ai l'impression que
que la personne elle le sait en fait, que tu connais pas son prénom. Et je me sens tellement mal à chaque fois que ça arrive de. Enfin ouais, ça veut dire mec que je t'ai pas considéré au moment où je t'ai rencontré en fait, tu vois. Et c'est terrible. La technique, tu dis machine, salut machine. Ouais, il y a le gros, il y a machine, il y a. Poulet. Champion. Salut poulet. Ouais, salut poulet, c'est rugby ça, c'est vrai, c'est rugby. Après, c'est super difficile quand tu t'appelles pas. Enfin, quand tu t'appelles Julien, Vincent. Bah, c'est dur pour des coachs. Benoît, beaucoup de temps. C'est compliqué. Ayez des prénoms bizarres ou faites quelque chose de très bizarre la première fois qu'on. Toi, JM, c'est pratique, je trouve, tu vois. Ouais. On peut dire, attends, c'est JM, c'est quoi? C'est Jean-Mathieu, Jean-Marie, on peut. Jean-Michel. Ah non, je suis pas entier. On peut, voilà. Au téléphone, c'est. Ouais. Quand t'arrives et que tu t'appelles Jean-Marie et que t'es breton, c'est compliqué. Chacun ses idées, hein. Ouais. C'est vraiment difficile. Entre ça et l'échec sur le tatami. Ça et l'échec sur le tatami. Pas été simple. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il nous reste 30 secondes, c'est une question à 30 secondes pour l'avenir. Ouais. Non, la question. Quelle question t'aurais aimé? C'est ta question. Tu veux partir sur ça? Non, je veux que tu la fasses. Okay. Il reste plus 30 secondes du coup. Ouais, 20 secondes. Quelle question t'aurais aimé qu'on te pose dans ce podcast? Ou en général? À quoi t'aspires dans la vie, je pense. Parce qu'au final, on a beau faire de la muscu, on a beau faire. Yes. À quoi t'aspires dans la vie? Bah, juste à essayer d'être heureux, essayer de comprendre un peu voilà, ce à quoi j'aspire et puis voilà, faire tout mon possible pour aider un peu mon entourage et être quelqu'un de bien en fait, juste ça. Être quelqu'un de bien. Bang. On était short.